Salutations sur Pump Radio. Aujourd'hui, on en est à l'épisode, je ne sais plus combien, Épisode 9. épisode 9 de Pump Radio. Et donc, on se retrouve après quelques petits temps d'absence. Donc, on va pas épiloguer là-dessus. On va passer directement aux questions qu'on nous a posées. Questions nombreuses arrivées par centaines. Par centaines, Donc, par milliers. On va commencer par la question de Syrian Bulk. Syrian Bulk, qui, si je me souviens bien, tu as normalement l'intitulé exact, mais qui nous demandait comment on peut concilier fréquence d'entraînement, je crois, avec un emploi du temps chargé. Exactement. Donc, comment concilier fréquence d'entraînement avec un emploi du temps chargé? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait dans les épisodes précédents, quand tu essayes d'aller à l'essentiel au moment d'une reprise. En fait, quand tu as un emploi du temps chargé, faut pas, il faut aller à l'essentiel. Donc, il faut faire avec ce que tu as. Et il faut pas imaginer ce que tu pourrais faire si tu avais plus de temps. Parce qu'en fait, tu l'as pas. Donc, il faut partir du principe que tu as cette contrainte et tu fais avec et tu fais au mieux. Ça sera toujours mieux en fait d'aller t'entraîner et de faire la majorité de ton entraînement que tu devrais faire plutôt que de ne rien faire du tout. Ce qui est la majorité en fait des réflexions des gens, c'est-à-dire bon, foutu pour foutu, je vais rien faire du tout et là effectivement bah, t'es dans la merde quoi. Donc si tu as un emploi du temps chargé, tu vas devoir peut-être réduire le temps de ta séance et tu vas devoir peut-être aussi repenser les exercices de ta séance. Donc je m'explique en donnant des exemples précis. Si tu as moins de temps et donc tu as un peu moins de fréquence, il faudrait aller chercher quelque chose d'un peu plus brutal. Donc typiquement si tu as si t'as beaucoup de poulies ou beaucoup de machines d'habitude dans, dans ton programme, essayer de te diriger avec un peu plus de poids libre, peut-être, et chercher, bah, peut-être si t'as pas assez de temps, un peu moins de séries, peut-être si tu as le niveau nécessaire, comme on le disait auparavant pour l'approche top 7, back off 7, peut-être avoir un top 7, un back off, et voir le temps en fait que tu as pour ta séance, savoir si tu fais un half body, un split, un full body, voir quel temps tu as parce que le temps est limité, donc si tu as un full body qui dure 2 heures et que tu n'as pas ces 2 heures, bah, tu peux pas faire ce format. Et aller à l'essentiel. Être aussi au clair avec tes objectifs. Donc qu'est-ce que tu veux mettre en avant comme muscle? Est-ce que tu t'en fiches? Est-ce que tu as des priorités, etc. Et se diriger vers ces priorités parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc autant allouer ton temps très précieusement, on va dire. Donc aller à l'essentiel, peu d'exercices, du lourd et, et voilà, c'est à peu près ce que je dirais en gros. Après, tu peux bien sûr détailler plein de trucs, Non, je je pense pense que que ouais, en fait, le truc, c'est que le, faudra prendre en compte la contrainte principale, donc vraiment être objectif sur sa situation et pas justement vouloir faire plus ou faire mieux, mais vraiment partir de ce que de base on est sûr de pouvoir faire, vraiment sûr de pouvoir faire. Genre par exemple, ça arrive que en coaching, j'en profite pour dire que si jamais vous voulez faire appel à nous pour le coaching, on est disponible, donc vous pouvez nous contacter via TikTok ou Instagram ou même par mail, je crois qu'il y a le mail dans notre bio. le mail sera sur la Voilà. description. Donc, et donc en coaching, une situation qu'on peut rencontrer, c'est des gens qui nous disent, voilà, je peux m'entraîner entre temps et temps par semaine. Et donc, ils ont toujours, donc temps, ça peut varier du simple au double, et donc admettons entre 2 jours et 4 jours. Et donc ils nous disent, voilà, mais j'aimerais bien un programme sur 4 jours. Et donc dans ce cas-là, bah, nous ce qu'on répond, après bon, on va toujours, au final, hein, c'est bien sûr quelqu'un nous prend en coaching, c'est notre client, donc nous on fait au mieux en fonction de ce que lui veut, mais on apporte aussi notre conseil, c'est pour ça qu'il nous prend en coaching.
Et donc, on lui dit ce qu'on pense être le mieux. Et ce qu'on pense être le mieux, bien évidemment, c'est toujours de se baser sur le minimum qu'on peut faire et pas le maximum qu'on peut faire dans le meilleur des cas si toutes les planètes sont alignées. Exactement. Donc, en fait, ça, il n'y a pas mieux pour aller dans le mur. Pourquoi? Parce que si on prévoit un entraînement sur 4 séances par semaine, admettons que la logique de découpage de notre programme, c'est par semaine. Si on prévoit 4 entraînements par semaine, bah, il va y avoir une logique de découpage, de répartition des muscles, de répartition du volume, etc. Si par mégarde, finalement, les 3 quarts des semaines, ce qui arrive, à mon avis, la majorité du temps, en fait, ça va être que 2 séances, bah, en fait, ça veut dire que la majorité du temps, on va perdre 2 séances, en fait. Et donc, en gros, on va passer à côté de la moitié de son entraînement, littéralement, puisque ça veut dire que tout ce qui avait été prévu sur les 2 jours supplémentaires, bah, forcément, ça va en pâtir sur tout le reste. Et donc, tu multiplies ça par 10 semaines, et bah, ça commence à faire un paquet dans Ouais, tu vois. là c'est foutu un peu, Admettons que quoi. tu as une fréquence de 2 fois par muscle, admettons par exemple, là tu divises la fréquence par deux. Et ça, c'est en admettant qu'en 2 jours, tu as tout Et couvert. j'ai remarqué aussi que c'est malheureusement toujours la même séance qui va sauter, vu que tu as une répartition assez fixe. Voilà. Bah, Ça de toute façon, sera. c'est soit la séance jambes pour ceux qui n'aiment pas les entraîner, soit la logique, hein, c'est les 2 séances de la fin en fait. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, ça sera toujours les mêmes séances qui vont ouais. sauter. Et comme tu dis, Et donc, malheureusement, la bah, ça, c'est pas répartition, rattrapable en fait. C'est pas c'est ça. rattrapable. Et même après, en termes de. Je pense que le mental aussi, ça joue un rôle important, etc., dans la réussite vers nos objectifs. En fait, c'est pas en foirant tout le temps que mentalement on se met dans de bonnes conditions pour arriver à l'objectif. Donc, si on se fixe un objectif et qu'on voit que semaine après semaine, on n'arrive pas à tenir chaque pas vers cet objectif, en fait, on tombe dans un trou où en gros on a l'impression de sans cesse faire de la merde et en plus de vraiment faire de la merde, on en est conscient, donc ça alimente le truc. C'est le foutu Et pour foutu, quoi. exactement, ouais. Tu Et te dis, après, ça peut bon, amener à faire de plus en plus n'importe quoi parce qu'éventuellement, on va essayer de rattraper, etc. t'es en roue libre. Donc, c'est vraiment pas idéal, en fait. Donc, la première chose, c'est de se dire objectivement ce qu'on peut faire, même si c'est qu'une fois par semaine, bah vas-y, tant pis, c'est qu'une fois. Et ça, c'est le plus dur, je pense. Être Ouais, vraiment honnête sur ce que ouais. tu peux faire et se dire, voilà, je me En tiens fait, un et après, minimum. il faut voir ça comme une construction. En fait, des fois, ça arrive qu'on soit un petit peu dépassé par son emploi du temps. Et donc, vaut mieux repartir d'une base où, en fait, qu'on est sûr de pouvoir tenir, qui est tenable, et après construire à partir de cette base. À force de répétition, etc., on va peut-être se rendre compte que finalement, il y a du temps qui va se dégager d'une façon ou d'une autre, parce que quand tout arrive, admettons, là c'est la rentrée, je dis n'importe quoi, tu as un nouveau taf, tes contraintes, tu fais un sport à l'extérieur et tes contraintes, elles sont différentes, tes entraînements, ils ont changé de jour, tout est bouleversé. Tu vas à la salle, peut-être qu'il y a plus de monde que d'habitude, comme c'est la rentrée, etc., donc ça te fait des séances plus longues ou plus galères. Donc il y a plein de choses qui peuvent venir se bousculer. En fait, là, c'est vraiment le bordel total. Donc, il faut essayer de repartir d'une base qu'on est sûr de pouvoir tenir. Et après, au bout d'un moment, bah, tes X entraînements de sport par semaine à côté de la muscu, tu vas commencer à t'y habituer. Admettons que tu as un nouveau taf, tu vas commencer à t'y habituer à tes horaires, etc. Et donc, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a du temps qui se dégage parce qu'à force de répétition, tout a été un petit peu optimisé de ta volonté ou par la force des choses. Et donc, bah, ça va te libérer du temps justement pour te dire, bah vas-y, là, une séance, ok, ça marche. Là, je peux peut-être éventuellement rajouter une deuxième séance. Ou bien, ça va te faire gamberger, tu vas te dire, ouais, finalement, cette séance, elle est un peu longue, mais j'ai un petit peu de temps qui se libère autre part. Est-ce que je vais pas découper la séance en 2 séances et donc faire moitié moins à chaque séance? Donc, en fait, il faut vraiment partir de la base de ce qu'on peut faire, comme tu disais et je pense et construire au fur et à mesure. En fait, c'est pas une fin en soi de repartir de bas. On en reparlera dans une autre vidéo parce qu'on vous fera une petite vidéo sur nos programmes, comment on part pour cette rentrée sur nos nouveaux programmes. Et donc, je pense qu'on a eu tous les deux la même approche. Enfin, peut-être plus moi que toi, je sais pas, mais moi, mon approche, c'est de me dire, vas-y, en gros, il y a eu l'été, ça a été un petit peu la course, au niveau de l'entraînement, c'était pas nécessairement ouf, au niveau de la diète sur la fin, c'était pas nécessairement ouf. Donc, en gros, quel est le minimum syndical à partir duquel je peux repartir et être bien, genre sans trop de stress pour à me dire, putain, j'ai telle séance à faire et en plus j'ai ça à faire, etc.
Donc en gros, là, je suis, admettons, mais c'est le cas actuellement, je suis à 3 séances par semaine, mais 3 séances où vraiment je me focus bien. Et à côté de ça, en fait, ça me laisse un peu d'air pour faire d'autres choses les autres jours, etc. Et donc, je sais qu'une fois que je serai rentré dans une routine et que tout ce que je fais les autres jours, ce sera un peu tassé et ce sera plus dans mes habitudes, ce sera plus simple d'intégrer une séance de plus, deux séances de plus, etc. Donc, est-ce qu'on a couvert et bah ouais, voilà du coup comment concilier un emploi du temps chargé avec la fréquence d'entraînement. Et après, en fait, il faut aussi pas hésiter à voir on va dire, avoir une vue micro et avoir une vue macro. La vue micro, ça veut dire par exemple à l'échelle de ta semaine. La vue macro, ça va être par exemple à l'échelle de ton mois. En fait, on a l'habitude de découper nos entraînements. Enfin, moi, ça fait quand même quelques temps que je raisonne plus nécessairement exactement comme ça, mais on a tendance à découper nos entraînements par semaine. Parfois, en fait, c'est pas le truc le plus optimisé ou quoi que ce soit. On peut découper par une espèce de périodisation dans laquelle on va enchaîner un certain nombre de séances. Par exemple, un jour sur deux, je dis n'importe quoi, parce que là, ça va être de la fréquence quand même assez élevée. Mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir une logique, genre tous les lundis, c'est obligé que ce soit PEC, par Ouais, exemple. bien sûr, ouais, tu peux avoir une rotation sur 8, 9 jours, Exactement. c'est un peu comme tu le sens. Voilà. Prendre des jours de repos qui s'alternent et qui sont pas toujours les mêmes chaque semaine, etc. Et juste par exemple se dire ah ouais bon, je peux m'entraîner 1 ou 2 jours d'affilée. Tu vas t'entraîner ces 2 jours-là, repos 2 jours, et donc ça va décaler de semaine en semaine, mais l'important c'est que tu puisses tenir sur la durée. Mais toujours rester sur quelque chose de réaliste. Ouais, donc comme tu le dis, pour finir sur cette question, le plus négligé en fait, ce qui peut paraître l'étape qui est un peu bâclée, qui peut paraître facile, c'est vraiment se poser et se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire à coup sûr Ouais. vraiment toutes les semaines. Vraiment ça, faut bien Et y encore une fois, réfléchir. hein, là tu dis la semaine, mais c'est un exemple. Ça peut être toutes les 2 semaines. Admettons le gars qui travaille un week-end sur deux, bah, il y a un week-end il pourra s'entraîner, l'autre pas. Donc en fait, il faut qu'il réfléchisse sur une vision plus de 2 semaines pour voir qu'est-ce que je peux faire sur 2 semaines plutôt. Ouais, en fait, quel est ton temps, qu'est-ce que tu peux allouer concrètement à la salle, tu vois, genre, vois ton emploi du temps, tu vois vraiment tous les trous que tu peux combler et voilà, tu fais au mieux. Ouais, Et après, pour la sélection d'exercices, je sais pas si tu es d'accord du coup pour le fait d'aller ouais, ouais. Ouais. vraiment, Ça, c'est tu vois, à bah, l'essentiel. justement, en fait, ça rebondit sur un sujet que je voulais qu'on aborde, mais qu'on abordera dans une autre vidéo sûrement. C'était en gros le fait de. Le mot en français, j'aurais du mal à te le dire, mais en fait, c'était l'overlap dans les exercices. Donc, l'overlap, c'est en fait faire un exercice qui va couvrir plusieurs muscles à la fois. Et donc, qui va brutaliser plusieurs muscles à la fois. Donc, l'exemple qui était donné dans le. Je voulais qu'on parle d'une publication, dans la publication dont je voulais qu'on parle. Alors, c'est un exercice technique, hein, donc pas nécessairement que je vous conseillerais de faire, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc il parle du reverse grip bench en incliné et prise serrée. Ok, Donc ça veut dire qu'on est en incliné, donc on va taper plus le haut des pecs et les épaules, surtout qu'on a une prise inversée, et en prise serrée, on va taper aussi les triceps. Donc en gros, avec un exercice comme ça, on irait vraiment brutaliser les épaules, les pecs et les triceps. Et donc en fait, l'idée, c'est de trouver justement des exercices comme ça, qui vont un petit peu regrouper plusieurs muscles en même temps. faire d'une pierre deux coups un peu Exactement. avec Et un donc exercice. ça, bien sûr, il n'y a pas mieux que les exos de base, hein, clairement. Donc pas tenter de faire de l'isolation, surtout pas tenter de transformer des exos de base en exos d'isolation. Donc typiquement pour le dos, en 1 ou 2 exos, on doit pouvoir être capable d'avoir couvert tout le taf de son dos. Par exemple, Voilà. quand on n'a pas beaucoup de temps. Mm. Donc, Syrian Bulk, je pense qu'on a bien répondu à ta question et aussi très bonne remarque de ne pas perdre son temps en fait avec Non. malheureusement de l'isolation Ouais. et essayer en fait de voir, comme tu le dis, en termes entre guillemets d'overlap, mais de chaîne musculaire, tu vois, genre tu vas faire du développé couché pris serré, donc t'es pas obligé de faire forcément du couché en supination Ouais, non, t'es pas incliné, obligé. etc. Mais bon, si tu Mais veux par faire des exemple, ne serait-ce triceps, que, vas-y, tu veux pas prendre de risque, tu te mets sur une Smith, donc la machine est guidée, tu fais de l'incliné en prise serrée. Bah, ne serait-ce que ça, tu vois, voilà, déjà, tu as une bonne couverture globale, tu t'es vois. pas obligé du coup de faire 10 000 exercices Ouais. quoi.
Donc Ouais, là, tu sais exactement. que tu as brutalisé les pecs, les triceps Et sûrement les épaules et aussi. les épaules aussi. Donc bon, tu peux peut-être rajouter un dips ou quelque chose comme Ouais, ça et voilà, encore vraiment, quoi. Tu vois, après c'est encore, fini. c'est en Après, tu fonction. passes au dos, Ouais, comme t'as dit, tu as deux exercices. Bon, tu prends un rowing, préférentiellement du coup en libre. Donc, je sais pas, un rowing halter, un rowing bar, tes barres, t'en as plein. Et puis après, tu essayes d'avoir une traction, si ouais. possible, si tu y arrives. Ou sinon, ben, un tirage vertical quoi. Et après aussi, en fonction du temps qu'on a, en fait, faut pas hésiter. Après, ça c'est peut-être plus technique quand on n'a vraiment pas l'habitude, etc. Enfin, quand on n'a pas un large panel de connaissances sur l'entraînement, mais en fait, ça va être d'essayer d'utiliser des techniques qui vont te tabasser, mais qui vont te faire gagner du temps, tu vois. Ok. Donc typiquement, enfin moi par exemple, un truc tu sais que j'affectionne particulièrement, c'est avec la méthode de Doc Crab, c'est les rest pause. En gros, bah, si tu fais un exo où tu fais deux ou trois respos dessus, bah, en fait, ça va te tabasser, genre autant que presque, enfin, je pense, alors en termes de volume, etc., bon, ça va être un petit peu différent, mais franchement, ça te tabasse autant que trois séries, quoi. Ouais, Parce voilà, que en fait, vraiment, tu te oui. massacres jusqu'au bout du bout. Tu peux faire une série en fait qui va te fatiguer tellement que tu seras même plus Ouais, efficace sur une autre c'est série. Donc ça, en ouais. fait, tu te fumes et là, tu prends beaucoup moins de temps que si tu faisais trois séries Ouais. quoi. Ou T'as bien, par certes. exemple, faire des supersets, après, ça va être un petit peu plus fatigant aussi, donc il faut voir si tu arrives à assumer sur la longueur et si les exos n'en pâtissent pas les uns sur les autres. Mais en gros, il y a des stratégies aussi pour essayer de gagner du temps. Ouais, tu peux, ouais. Donc là, tu pourrais. Déjà, tu prends des exercices où tu fais d'une pierre deux coups. En plus, tu fais du superset. Donc là, tu vas vraiment à l'essentiel et tu gagnes pas mal de temps. Ouais, Donc après, tu là, peux miser pareil sur des techniques de pré-fatigue, post-fatigue, etc., pour être sûr de vraiment terminer un mise jusqu'au bout. Donc, il y a pas mal de stratégies. Et autre chose aussi, en fait, qui peut être. Après, c'est chacun de voir avec son organisation, etc., ce qu'il est possible de faire. Mais en fait, il y a des salles de sport de plus en plus partout. Donc, potentiellement, par exemple, à côté de ton taf, ou là où tu taffes. Et en fait, genre, faut voir si ça peut être une option pour toi d'aller t'entraîner le midi vite fait, tu vois. Mais genre, quand je dis vite fait, ça peut être même ne serait-ce que 30 minutes, tu vois. ouais. Genre, juste faire un ou deux exos. Mais en fait, comme si tu es capable de le faire à chaque fois et de façon régulière, pas nécessairement tous les jours, mais ne serait-ce qu'une fois ou deux par semaine, bah déjà ça te retire une bonne épine du pied, ça te fait du temps libéré parce que de toute façon ta pause déjeuner c'est incompressible, elle est là la pause déjeuner elle est là tu vois. Mm. Genre il n'y a pas forcément énormément de taf ou si tu prends pas ta pause déj tu peux partir une heure plus tôt à la fin. Donc ça peut être aussi d'essayer de caler des séances là où de toute façon le temps est Ouais. incompressible. Donc de Tu toute sais que t'as un façon temps voilà, mort quoi qu'il arrive, exactement, donc essayer de caler quelque chose. exactement. Ouais. Donc, Syrian Bulk, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Ne désespère pas et surtout va à l'essentiel et je Bonne pense bulk. que bonne bulk. Voilà. Ensuite, la deuxième question qui vient aussi de lui, je crois. Comment organiser les séances avec un sport avec des échéances hebdomadaires? Exemple, basket, foot, handball, etc. Donc, par échéance hebdomadaire, j'imagine qu'il veut dire match. Donc, match les week-ends par exemple. Comment concilier En fait, c'est toujours la même question. C'est une question de priorité et c'est une question d'aller à l'essentiel et une question de vision globale. Donc, tu sais que chaque week-end ou enfin, toutes les deux semaines, tu as un match. Il faut que tu organises ton programme en fonction de ça. Donc, c'est quelque chose d'inévitable. Le match, il est là. Il faut que tu sois en forme pour le match. Il faut que tu puisses assumer tes entraînements. Donc, il va falloir forcément tes entraînements muscu vont en pâtir, vu que c'est pas Ça, ta c'est sûr, ouais. priorité, tu Ouais. vois. Mais il faut que tu ailles au mieux. Il faut que tu ailles à l'essentiel et il faut que tu fasses un programme que tu vas tenir sur la durée. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, c'est de faire quelque chose que tu assumes quoi qu'il arrive. La contrainte est là, tu auras ton match toutes les deux semaines, tu auras tes entraînements. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire selon aussi le sport, tu vas avoir des muscles qui vont être beaucoup plus fatigués que d'autres. Ça, c'est sûr. Donc, par exemple, typiquement, si tu fais du rugby ou du foot,
bah, tes jambes, elles vont quand même pas mal souffrir. Et du coup, tes entraînements jambes vont en pâtir. Il faut avoir une vision différente, tu vois. Il faut raisonner en termes de récupération. Donc, typiquement, si tu as des matchs de rugby, si tu as des entraînements de rugby, tes jambes vont être fatiguées. Il va falloir que tu fasses avec cette contrainte, donc peut-être plus de machines, peut-être plus de travail léger, entre guillemets, moins de travail lourd, ou alors moins de volume, peut-être plus de poulies, un peu moins de libre. Donc c'est un peu, je dirais, comprendre que ça va être en complément de ton sport. Ça va être, entre guillemets, au plan secondaire. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, en fait, je me baserais du coup sur l'échéance. Et je dirais qu'en fait, à chaque fois, il faut se mettre dans la condition où, d'échéance en échéance, tu veux être le plus performant possible. Donc, en gros, admettons, tu as un match toutes les 2 semaines. Admettons. Et ben en fait, la semaine qui suit le match, enfin, dans la logique des séances qui suit le match, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est en gros une séance qui sera peut-être plus axée sur la récupération. Ensuite, une séance où là, tu vas y aller vraiment franchement, voire 2 séances en fonction de comment tu arrives à goupiller ça. Et en gros, il faut que ta dernière séance, après, au fur et à mesure que tu te rapproches du match, alléger justement les séances pour pouvoir être le plus performant. Donc en fait, ça va faire une espèce de vague, montante, descendante à chaque fois, à répétition, match après Oui, une match. sorte de périodisation, quoi. Exactement, ouais. Juste par rapport à tes matchs. Et après, en fait, va peut-être falloir réfléchir à éventuellement adapter ta façon de travailler, le choix de tes exercices, etc., à ton sport, dans le sens où euh, vraiment essayer de tirer le meilleur parti à la fois parce que tu fais de la muscu, donc tu as peut-être envie que ça se reflète sur ton physique, etc., mais à la fois que ça puisse t'aider à performer. En fait, moi je vois ce genre de situation un peu comme des opportunités pour sortir un petit peu des sentiers battus et essayer justement d'adapter quelque chose qui va faire que ça va t'aider à performer dans ton sport, tu vois. Donc moi je vais pas nécessairement dire travailler de façon moins traumatisante, je te dirais plutôt travailler en fonction du match de façon plus ou moins traumatisante et après, par contre, peut-être essayer de faire des efforts qui se rapprochent de ceux que tu vas fournir en match. Admettons, par exemple, tu fais du basket, donc je suppose que tu sautes beaucoup. Donc en fait, pourquoi pas intégrer des exercices de pliométrie ou des exercices explosifs sur quelques répétitions qui vont te permettre d'augmenter ta force et d'augmenter justement ta détente et de t'aider à mieux performer. Euh, je sais pas, moi, si tu as un sport, je sais pas si c'est adapté, mais ça peut être assez adapté. Par exemple, au basket, si jamais tu as besoin de rentrer dans la raquette, etc., bah, on va dire plus tu as de largeur et d'épaisseur, plus ça va t'aider. Donc peut-être justement axer le travail des épaules là-dessus, etc. Donc en fait, vraiment essayer de s'orienter vers des choses qui vont t'aider pour ton sport et qui vont t'aider à mieux performer pour ton sport. Et je pense qu'après, tu vas rentrer dans un cercle plutôt positif euh, ou un cercle vertueux où en fait bah, tes séances elles seront peut-être de plus en plus simples. En tout cas, tu arriveras de plus en plus facilement à performer et ça va aussi t'aider dans ton sport. Donc justement, ça va pas t'handicaper en fait pour ton sport. Donc tu n'y aura pas de mauvais effets sur les séances ni sur ton sport en Ouais, fait. faut pas voir ça comme un fardeau, quoi. Ouais, non, Ça non, va non, non. être quelque chose qui va t'aider Ouais. normalement. Et après aussi, bah ça c'est plus la vue globale, mais là vu que le sport ça reprend, je pense que de toute façon c'est mort. Mais en gros, enfin après ça dépend, parce qu'il y en a qui commencent pas les matchs tout de suite, ça dépend des ligues, etc. Mais voir en fait pour enfin, les athlètes comme ça qui se préparent, en tout cas je sais que moi je suis pas mal, notamment le football américain, j'ai pas mal suivi, ça m'a intéressé un petit peu la préparation, etc. Et donc en fait il faut savoir qu'ils ont un camp de pré-saison où en gros là vraiment ils vont bourriner en fait si par exemple il y a des joueurs qui doivent prendre du poids, bah, en fait, ils vont vraiment axer la partie physique pure et ensuite, dans un deuxième temps, la partie athlétique. Et le but pendant l'année, ça va être d'entretenir la partie athlétique en fait. Donc de continuer à travailler, mais plus pour entretenir la partie athlétique en fait.
Et après, bah, en fonction, après, ça dépend de ton sport, etc. Justement, ils expliquaient qu'au football américain, souvent les joueurs ils commencent la saison à un certain poids, ils finissent la saison à un poids beaucoup plus bas, justement avec les entraînements et tout. Enfin, avec les entraînements vraiment de pratique et les Ouais. matchs. Donc, il va falloir aussi, tu vois, essayer de jouer là-dessus et de jouer sur ta récupération. Donc, en gros, être sûr que tu récupères proprement après tes séances. Donc, ça passe bah, nécessairement par la diète et par. Alors, je dis la diète, c'est pas pour ça que tu es obligé de te restreindre ou quoi que ce soit. Ça veut surtout dire être sûr d'avoir assez récupéré, donc être sûr d'avoir assez mangé et une certaine quantité de macronutriments, protéines, glucides, lipides, etc. En grande quantité, ou en tout cas en quantité assez importante pour être sûr d'avoir récupéré proprement. Et un trick qui peut vraiment faire la diff, je pense, je voyais d'ailleurs un podcast où il parlait, c'était un bodybuilder, mais il parlait en fait de l'époque où il faisait du football, etc. Et justement qui maintenant il prépare parfois des athlètes. Et donc il expliquait que genre manger vraiment bien la veille du match, ça faisait une diff de ouf. Et en fait, que si lui, il avait su ça à l'époque où il était plus jeune, sûrement que, il aurait fait des bien meilleurs matchs. Donc en fait, la partie récupération, elle va pas être du tout à négliger aussi, et ça va être une des clés de la réussite. C'est vraiment justement d'essayer de récupérer comme il faut de tes séances et de bien préparer le match en fait. Donc ouais, c'est souvent, Ou les échéances en tout cas. Quand il y en c'est a. souvent un peu plus tard en fait dans ta carrière entre guillemets que tu t'intéresses à la récupération et à tout ce qui est autour parce que en fait avec l'âge qui arrive, tu as moins de capacité de Ouais, en fait, c'est moins récupération. permissif quoi. Donc là, tu le sens plus Et quoi. puis en plus, Avant, avec les années d'entraînement, bah, c'est un phénomène qu'on sous-cote, je pense. Mais c'est que je pense qu'avec les années d'entraînement, en fait, tu as une capacité à repousser tes limites encore plus et aller beaucoup plus loin ouais, enfin, beaucoup plus loin dans, je dirais pas dans, proche de l'échec, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, en fait, proche de ta limite. ouais, tu taxes plus ta récupération Ouais. qu'avant. T'as une capacité à aller beaucoup plus loin dans l'effort, en fait. Donc, ça aussi, c'est vraiment à pas négliger. Ouais, donc exploiter en fait les facteurs extérieurs qui ne te demandent pas vraiment de temps entre guillemets, mais tout ce qui est complément alimentaire, Ouais. tout ce qui va être, comme tu le dis, la diète sans forcément avoir quelque chose de restrictif, mais au sens où manger assez Ouais. justement, manger bien, et comme tu le disais, bah, manger avant ton match correctement, tu sentiras la diff plutôt que t'envoyer un gros grec la veille. Je pense qu'au fil du temps, tu verras la différence. Donc, pas négliger les facteurs qui ne demandent pas vraiment de temps en soi. Ouais. Donc, récupération, ça peut être étirement, massage, etc. Et puis, compléments alimentaires, donc les classiques. Hein, on a déjà fait des épisodes où on détaille en long, en large, en travers les différents compléments. Et puis, comme tu as dit, bah, du coup, la diète. Pour l'entraînement, c'est exactement ce que tu disais. Donc, peut-être avoir une autre approche, avoir des exercices. En fait, ne pas réfléchir en tant que juste entraînement de base. Ouais, Par non, exemple, pas réfléchir en termes de muscu pur. un exemple concret, je pense, qui peut parler, ça va être au lieu de chercher à faire du squat, faire peut-être du box squat, tu vois. Ouais. Donc par exemple, tu vas pas ne pas prendre des jambes parce que tu fais du box squat, mais par contre, ça va plus t'aider que du squat Ouais. basique, entre guillemets, Et puis pour par exemple, ton sport. pas faire des séries de 10 mais faire des séries de 3 par exemple, tu vois. Pourquoi pas, tu vois, c'est pas pour ça que tu vas pas prendre de Non. muscles ou Et tu vas après, pas en en fait, bah, conserver. tu peux à tout ça ajouter l'aspect préparation, on va dire. Genre, si tu fais, admettons, 3 séries de 10 ça va te prendre du temps. Il va falloir que tu te reposes entre les séries et tout. Si tu fais 10 séries de 3 ça te prendra probablement beaucoup moins de temps. Tu peux justement te fixer un challenge où tu te dis, bah vas-y, je vais prendre 30 secondes de repos par exemple entre chaque série. Donc les premières sera facile et plus tu vas avancer, plus ça va te taxer. Donc plus du coup, en fait, ça va aider à la préparation physique, etc. pour ton sport. En fait, ça c'est un truc qui est, je fais une petite digression, mais c'est un truc qui est pas mal négligé, c'est la puissance entre guillemets de la préparation physique quand on fait un sport pas nécessairement à très haut niveau en fait, à n'importe quel niveau d'ailleurs. Et ça en fait c'est un truc qu'on peut voir, on voit tout de suite la différence entre les gens qui s'entraînent en dehors de leur sport et ceux qui s'entraînent pas en dehors de leur sport.
En clairement. fait, au-delà de l'aspect technique, dans un sport, il y a aussi l'aspect physique qui joue énormément. Alors bien sûr, en fonction des sports, l'aspect technique, il est toujours plus ou moins important. Toujours, il a quand même une part relativement très importante, hein, c'est pas du tout à négliger. Mais il y a des sports où je pense que vraiment un physique, enfin je veux dire, quand je dis un physique monstrueux, je parle pas d'une masse musculaire, je parle d'une capacité physique, de capacité athlétique. Il y a des sports où tu vois des athlètes qui sont pas techniques, mais enfin je pense, après je suis pas un gros connaisseur donc je peux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'au foot ça se voit par exemple. Au foot, il y a des joueurs de foot, techniquement ils sont vraiment pas ouf, mais physiquement Il ils faut sont une tellement différence, ouais, au-dessus ça que en compense fait ça quoi. compense largement, tu vois. Et donc c'est une opportunité aussi, si tu joues pas à niveau professionnel, de te dire bah vas-y en fait techniquement tu n'iras pas nécessairement beaucoup plus loin même si tu consacres énormément de temps, alors que physiquement bah tu pourras aller peut-être beaucoup plus Ouais, tu peux loin. toujours gratter, peut-être en Exactement. allouant beaucoup moins de Ouais. temps, puisque la technique, ça demande aussi énormément d'entraînement. Donc, Et ça, si tu as toujours fait du sport en plus, tu vas vraiment voir une différence. Moi, je sais que, alors je suis pas un athlète hors pair, mais c'est arrivé très souvent en fait que je fasse quelque chose en dehors de la muscu et qu'en gros les gens pensent que parce que je fais de la muscu, en gros j'allais sous-performer par rapport à eux. Et la vérité, c'est que c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est que en gros, bah, comme j'ai fait du sport toute ma vie plus la muscu, en fait, genre, je suis pas handicapé, donc tu vois, au bout d'un moment, en fait, alors il y a des trucs, bien sûr, si demain je vais faire de l'escalade, je vais en chier. Mais par rapport à quelqu'un qui en a jamais fait comme moi et qui a jamais fait de muscu, tu je vais pars toujours de plus probablement haut, beaucoup voilà. moins en chier que lui, tu vois. Et donc en fait, ça fait quand même une diff qui peut, bah, enfin, qui est vraiment notable, en fait, je pense. Donc à pas négliger. Donc justement, pas négliger l'aspect où tu peux aller chercher un entraînement qui va aussi t'aider à te préparer pour ton sport. Parfait. Bah écoute, et puis dernière notion, prévention de blessures, parce que qui dit entraînement dit peut-être blessure liée à ton sport. Et donc, pas négliger un muscle, je pense, qui est commun à pas mal de sports où tu as de la course, où tu as de l'explosivité, etc. C'est les ischios. Donc un truc que tu peux bien bombarder, ça va être les ischios avec plein d'exercices Ouais, en fait, différents. ça après, ça va dans ce que je disais, l'adaptation du programme par rapport à ton sport, au-delà donc des capacités physiques que ça peut améliorer chez toi, c'est aussi pallier justement au déséquilibre que ton sport il peut engendrer. Même si bah, pour performer, souvent ça nécessite d'avoir des déséquilibres, mais tu peux essayer quand même pour Ouais, réduire le c'est pas parce risque. qu'il y en a Ouais, que forcément, tu vois, tu ouais. peux essayer de contrer. Donc je pense que on a fait un petit peu le tour pour cette question aussi. Donc Serial Ball qui avait pas mal d'interrogations, je pense que là il en ressort avec pas Il en mal ressort d'informations. grandi. Ouais, il ressort grandi exactement. Et donc il va pouvoir mixer un peu tout ça et faire son truc à sa sauce, en espérant que du coup il dérive pas trop de tout ce qu'on a dit. Ouais. Ensuite, nous avions une question de je sais pas qui était comment concilier prise de masse et cardio. Ok, question de Samuel. Samuel qu'on a aidé dans un épisode précédent. Donc, comment concilier prise de masse et cardio? Et bah écoute, ça va être très simple, hein, va falloir faire du cardio, tout simplement. Et après, il va falloir être honnête sur tes objectifs. Donc, prise de masse à quel point? Et c'est quoi ton but au final? Combien tu veux prendre? Quelle forme de cardio? Et enfin, quelle performance tu souhaites atteindre en cardio? Donc, il faut que tu répondes à pas mal de questions avant d'essayer de mixer tes objectifs. C'est un peu comme. Tout se rejoint, hein, c'est un peu être honnête, faire le bilan avant même que ça commence, tu Ouais. vois. Donc, une fois que tu sais ça, tu peux donc faire ton programme avec ce que tu penses tenir sur la durée. Donc, cardio, j'imagine que ça va être course. Qui dit course et qui dit prise de masse pardon, et course dit faire attention à la récupération, pardon.
Donc tes genoux vont peut-être prendre un coup. Donc vaut mieux commencer avec un mix, on va dire, de marche rapide et de course au début pour vraiment que ça soit assez doux. Ça dépend ton poids, hein, mais Ouais, en fait, ça dépend d'où tu ça pars. dépend du poids de départ. Mais Ça va vraiment je dépendre de parle ça. pour quelqu'un qui va envoyer une vraie prise de masse, tu vois, qui va partir sur un bon plus 10 kilos et qui ne court pas. Donc autant y aller doucement, essayer d'installer une base et petit à petit tu vas augmenter. En fait, tu vas essayer d'avoir des séances où tu vas te donner un peu plus, tu vas courir un petit peu plus, peut-être plus de distance, peut-être moins d'intensité, etc. Tu vas essayer de mixer. Et puis, comme je t'ai dit, en fait, il faut voir ton objectif. Faut construire ton programme selon ton objectif parce que entre vouloir faire, je te dis des bêtises, mais faire un 5 km en 20 minutes et vouloir faire un 20 km par exemple, sous un temps que tu souhaites, c'est vraiment très différent. Donc tu peux très bien concilier prise de masse et cardio, mais il faut que tu vois ce que tu veux faire. Il faut que tu vois quel temps tu veux allouer au cardio, quel temps tu veux allouer à la muscu. C'est possible, mais il faut réfléchir un petit peu plus à ton programme du coup. Je sais pas ce que toi t'en Ouais, penses. en fait, déjà, il faut savoir de quoi tu pars. De quel poids tu pars par rapport à ta taille, quoi. De à quel point ça t'handicape ou non pour faire du cardio au stade où tu es actuellement. Et ensuite, de quel niveau tu pars, que ce soit en muscu ou en cardio. Et de quel type de cardio on parle. Donc, du coup, tu vois que ça fait déjà pas mal de questions. Et après, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, ce qui n'est pas nécessairement évident, c'est un espèce d'arbre décisionnel. C'est-à-dire, en gros, si je pars d'un poids léger, qu'est-ce que je dois faire? Si je pars d'un poids où je suis plutôt lourd et que je suis mauvais en cardio, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai un niveau zéro en cardio et que je veux commencer le cardio, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je veux juste faire du cardio ou est-ce que je veux... Il y a un objectif derrière, genre de course, tu vois. Donc, si on prend le schéma extrême, c'est-à-dire, je fais exprès de prendre cet exemple, je veux devenir un athlète hybride, sujet qu'on a déjà abordé précédemment. Et bien dans ce cas-là, il y a de bonnes chances que tu ailles dans le mur. Parce que, en gros, essayer de gagner sur tous les tableaux et surtout des tableaux qui sont à l'opposé l'un de l'autre, ça va être vraiment très compliqué. Donc, si ton but c'est de performer, enfin je dirais pas de performer, mais si tu veux si tu veux faire une prise de masse, forcément c'est qu'il y a un aspect, la performance à la salle, ça va jouer un rôle. Et si tu veux faire du cardio pour courir un marathon, ça va être quand même aussi assez demandant, quoi. Donc, comme on avait dit lorsqu'on avait parlé justement un peu de la mode hybride, etc., la plupart des gens qui sont dans ce mode de fonctionnement hybride, c'est des gens qui ont d'abord performé dans un domaine. Et ensuite, ils ont venu ajouter un autre domaine. Et peut-être ainsi de suite un autre domaine. Donc on avait pris par exemple l'exemple du CrossFit, où il y a, alors peut-être plus maintenant, mais en tout cas au début du CrossFit, et je pense qu'il y a pas mal de champions qui le sont restés pendant longtemps, jusqu'à presque maintenant, la plupart des athlètes, c'était pas des gens qui faisaient du CrossFit. C'est des gens qui ont commencé peut-être en faisant de l'haltérophilie, et après, en gros, ils se sont dirigés vers quelque chose qui ressemble à du cross-training, etc., plus mixé avec de la préparation physique. Et finalement, ils se sont dirigés vers le crossfit. Je sais pas si on voit tant de gens, peut-être plus maintenant, mais je sais pas si on voit tant de gens que ça qui sont très bons en ayant commencé à faire du crossfit tout de suite. Sur le crossfit, il y a plein de. Enfin, ça demande d'être bon sur des mouvements d'haltérophilie, ça demande d'être bon sur des mouvements d'équilibre, ça demande d'être bon sur des enfin, sur des exercices d'endurance, parfois avec du poids. Donc, ça demande quand même un panel de capacités physiques très large. Et en fait, tu peux pas te préparer à absolument toutes ces caractéristiques physiques en même temps. Et même ceux qui font du crossfit, en général, il y a des blocs d'entraînement. Et en gros, ils essayent de piquer sur un bloc Et t'essaies de en conserver endurance, par exemple, après. voilà, et de ne pas perdre. Et ensuite, ils priorisent un autre bloc et ainsi de suite. Ce qui est pas du tout la même chose que vouloir tout faire en même temps. Ce qui est absolument pas la même chose que vouloir tout faire en même temps. Donc, si toi, tu veux devenir effectivement un athlète hybride, bah pourquoi pas t'essayer une espèce de périodisation où tu vas te dire
pendant je dis des chiffres au hasard, ça se trouve, c'est pas du tout le truc le plus optimal. Pendant un mois, je vais me focus sur ma prise de masse. Pendant un mois, je vais me focus sur la course, si c'est de la course que tu veux faire, et essayer de maintenir ce que j'ai gagné en masse, et ainsi de suite. Par exemple, c'est juste un exemple. Donc ça va pas être évident s'il y a un objectif de performance. Si l'objectif c'est juste de dire je veux faire une prise de masse et je veux intégrer du cardio dedans, là je pense que par contre c'est une approche plutôt très intelligente et que là il faut que tu réfléchisses au type de cardio que tu veux intégrer. Et donc quel est l'objectif principal? Si c'est comment intégrer le cardio dans une prise de masse, donc l'objectif principal c'est la prise de masse. Là, en fait, ça va être, comme tu as dit, plus du cardio où il va pas falloir que ça entame trop ta récupération. Donc, par exemple, si tu veux faire un peu de course, voir pour tes genoux. Donc, essayer de voir pour des choses plus douces, ou bien après, tu vas voir pour des efforts plus intenses, type HIIT par exemple, mais pas forcément en courant, ça peut être par exemple sur un vélo, tu vois, où là, ce sera quand Ouais, même beaucoup moins traumatisant. du En fait, si rameur, de c'est ta l'assaut bike, capacité ouais. cardiovasculaire que tu veux travailler, il y a beaucoup de solutions et c'est probablement une approche très intelligente qui va limiter ces aspects négatifs de la prise de masse qui peuvent être qu'au-delà d'un certain nombre de kilos pris, tu sens quand même que ta capacité cardiovasculaire, elle Ouais, en prend un coup, tu vois. ça commence à prendre un petit coup. Donc, si genre, quand tu prends 5 kilos, déjà tu commences à t'essouffler dans les escaliers, ouais, c'est une excellente idée. Dans tous les cas, je pense que c'est une excellente idée. Quoi qu'il arrive, ouais, c'est très bien de concilier les deux. Et pour résumer la question, il faut que tu définisses vraiment, Ouais. faut que tu répondes à ce petit questionnaire et que tu définisses tes objectifs. Et puis, pourquoi pas réfléchir par bloc, par période, qu'est-ce que tu veux prioriser à un moment, prioriser dans un autre. Et puis voilà, hein, franchement, enfin, je trouve qu'on voit beaucoup en fait d'objectifs faramineux, mais commencer le cardio quand t'en fais pas, t'es pas obligé d'avoir Ça, c'est clair. des attentes monstrueuses Ça, et c'est tu clair. verras qu'en fait juste en faire tu vas t'améliorer quoi. Tu pars de rien, tu peux pas ne pas t'améliorer quoi. Tu commences quelque chose, tu vas forcément t'améliorer en y allant à tâtons. Et puis après, si tu commences à vouloir définir des objectifs plus sérieux, et ben là, tu vas réfléchir en termes de périodisation ou de voir ce que tu peux faire pour concilier les deux. Mais les deux se concilient très bien et comme tu le disais, en fait, ça gomme les aspects négatifs d'une prise de masse Ouais. plus ou Tant qu'on moins. reste du coup dans le cadre, j'ai pas envie de faire un marathon ou je ne Oui, sais quel voilà. type de C'est performance. par objectif faramineux, Ouais. j'entends ça, ou partir sur un Ironman, etc. Là, on commence à Là, aller. on commence à tâter beaucoup plus haut là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, si tu commences le cardio, Mais du coup, c'est pas la meilleure des idées de faire une prise de masse, clairement. voilà, c'est ça, ouais. C'est une idée de merde là, du coup. Exactement. Donc voilà, Samuel, tu vas pouvoir concilier pardon, cardio et prise de masse, il n'y a aucun souci. En fait, on en revient un petit peu à. Tu vois, ça me permet aussi d'aborder un sujet qu'on aime bien aborder, c'est-à-dire la surcomplexification en muscu, etc. Je pense que c'est aussi une des choses qui fait que les gens ont l'impression d'avoir des tonnes d'objectifs en même temps ou ont des tonnes d'objectifs en même temps. En fait, il faut repartir d'une base. Et la base, c'est ce qu'on a abordé à la question précédente, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que tu es capable de faire, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es capable de faire. Exactement. Et en fait, là, la base, ça va être déjà de te demander qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est la prise de masse ou est-ce que c'est le cardio? Et dans quel ordre, en fait? Et donc, si la volonté, c'est. Si derrière faire du cardio, tu entends performer dans des épreuves de cardio, etc., franchement, c'est la pire idée du monde que tu puisses avoir de vouloir te lancer dans une prise de masse. Genre, c'est aux antipodes, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est possible, mais ça va demander beaucoup de travail. Tu te tires déjà une bonne balle Ouais. dans le pied, quoi. En fait, et il faut être réaliste sur les objectifs. Plus on a d'objectifs, et plus il faut aussi être conscient du fait que ça va demander du temps, en fait. Exactement, ouais, ça demande du temps, hein, et je pense pas que on est trop. Enfin,
je pense pas que tu aies du temps à revendre, quoi, tu vois. Donc déjà, t'as peut-être pas le temps de faire une prise de masse optimale. Ouais. Alors si tu te rajoutes d'autres objectifs trop importants, bah forcément, tu auras le temps de rien faire et au final, on revient toujours à la même chose. Tu pars en roue libre et tu fais n'importe quoi. Mais sinon, cardio et prise de masse, très bonne idée. Très très bonne idée, celle. Alors un sujet qu'on voulait aborder aussi, qui est, je trouve, beaucoup trop passé sous silence, comme si c'était pas important. Et on s'est rendu compte tous les deux avec les années de pratique que ça prenait de plus en plus de place et d'importance, entre guillemets, dans nos entraînements. C'est les différentes méthodes de récupération. Donc par différentes méthodes de récupération, on entend tout ce qui est hors entraînement ou complémentaire avec l'entraînement. Donc typiquement tout ce qui va être automassage par exemple. Donc automassage sous toutes ses formes, hein, ça va être des balles, des rouleaux, des pistolets massants si t'en as. Et puis pour les plus chanceux, bah, des massages directement par des spécialistes. Donc pour commencer avec tout ce qui est massage, etc. Avec les années, en fait, tu te rends compte que c'est plus quelque chose où tu vas sentir une différence si tu ne le fais pas. Je m'explique, par exemple, les entraînements s'enchaînent, tu as une certaine fréquence. Si tu commences à zapper cette étape, tu vas sentir entre chaque entraînement que t'as peut-être pas totalement récupéré ou t'as peut-être les tendons ou les insertions qui vont te tirer un petit peu plus. Et en fait, c'est des micro-fatigues ou des micro-traumatismes qui vont s'accumuler au fil du temps. Et c'est là où je trouve que tu peux te retrouver avec certaines douleurs. Donc typiquement, moi ce que je trouve assez bénéfique, c'est vraiment se masser tout ce qui est pec, insertion pec, biceps, etc. J'ai senti une vraie différence sur l'enchaînement des entraînements de poussée, par exemple. Euh, Pareil, tout ce qui va être travail, enfin, si on reste sur les massages, etc., tout ce qui va être ouverture de la cage thoracique, euh, massage en fait de la coiffe des rotateurs avec des balles, etc., rouleau, je trouve que je sens en fait une vraie différence quand t'enchaînes des entraînements assez intensifs avec une certaine fréquence et ça te permet en fait d'avoir une certaine en fait assurance sur tous tes développés quoi. Parce que les développés entre guillemets ça va être assez les exercices qui vont être assez je dirais problématiques qui vont causer le plus de douleur en général je trouve. Donc pour ce qui est des massages, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. En fait, le truc, c'est qu'avec les années d'entraînement, euh, alors déjà, on part du postulat de base que tu as un entraînement à peu près équilibré. Donc, tu as un entraînement équilibré, ça veut dire que par exemple, tu travailles quand même l'arrière d'épaule, tu travailles quand même pas mal le dos, etc. Les trapèzes moyens, enfin des exercices qui vont travailler les trapèzes moyens et inférieurs. Tu as quand même une base, tu vois. Ouais, quand même, hein, ce qui dit Et récupération, en fait, ouais. déjà, la base, pour la plupart, elle est déjà pas là. Donc en fait, il y a un truc, alors je ne sais plus comment l'exprimer vraiment, parce que ça englobe plusieurs choses, mais il y a un truc dont Gundil il parle d'ailleurs dans son dernier livre, je crois que je l'ai entendu récemment en parler dans des podcasts, etc. C'est la loi de Wolff. La loi de Wolff qui dit que, en gros, enfin, elle dit plusieurs choses, mais une des choses qu'elle dit, c'est qu'en gros, à force de faire un mouvement, tu vas finir forcément par te blesser. Et en fait, même les adaptations que crée ce mouvement, c'est des micro-pathologies en fait. Ok. Donc, par exemple, alors je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais le fait par exemple justement de travailler un muscle, bah, il va finir par grossir, mais en fait c'est une accumulation de micro-traumatismes, etc. Et donc en fait, à force de répéter un mouvement, tu vas accumuler plein de micro... Alors là, on y voit un bénéfice, accumuler du muscle. Par exemple, ça va augmenter la densité osseuse, donc tu vois là, on y voit un bénéfice. Mais ça peut aussi... alors typiquement, j'avais vu un autre truc par rapport à la loi de Wolff sur ça, là. Donc en gros, quelqu'un qui disait que le fait de taper avec un marteau sur une surface dure, ça allait augmenter la densité de tes os au niveau de la main, tu vois.
mais en contrepartie, pareil, faire du bras de fer, tu vois, typiquement. Ça va augmenter la densité de tes os au niveau de l'avant-bras, etc. Genre, combien de fois on voit des gens qui se lancent dans un bras de fer, qui sont très forts par ailleurs, genre des bodybuilders, etc., Ouais, ouais. et se péter littéralement l'os, parce qu'en fait, pourquoi? Alors que le gars est très fort, très musclé, mais en fait, son os, il n'a pas l'habitude de subir ce genre de contraintes, et donc là, il subit une contrainte trop violente. Là, le gars qui a l'habitude de faire du bras de fer, il y a beaucoup de problèmes d'avant-bras, de douleurs aux avant-bras, etc., au bras de fer. Mais en fait, tout finit par s'habituer. Donc tu vois bien qu'il y a de la pathologie, mais que cette pathologie, elle crée de l'adaptation, en fait, qui fait que tu vas être capable d'assumer l'effort. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas nécessairement le payer d'une façon ou d'une autre. Et donc en fait, tu vas devoir compenser en faisant d'autres exercices. Donc par exemple, au bras de fer, ils font beaucoup d'exercices de pronation, etc., mais aussi des exercices en supination, de supination pour pouvoir justement travailler les antagonistes, faire circuler du sang et en gros essayer d'aider les zones à mieux récupérer. Ils se massent beaucoup justement les avant-bras avec des balles, voire même le brachial, etc., avec des balles justement pour pouvoir mieux récupérer. Donc en fait, déjà, ouais, faut partir de ce postulat. Si tu dures en muscu et que tu t'entraînes tout le temps, genre en gros, il y a forcément des pathologies qui vont se créer. Tu peux pas y échapper, même si tu le sens pas direct. Et après, en fait, ça va pouvoir se manifester de façon différente, soit à cause de douleurs qui vont être de plus en plus importantes jusqu'à presque t'empêcher de faire certains mouvements. Et après, en fait, c'est comment toi parfois, tu vas pas le sentir. Si t'es pas un pratiquant régulier, que tu arrêtes tous les 2 mois, sûrement que tu vas pas le sentir parce que, en gros, ton corps il va Ça récupérer quand même. s'accumule même Voilà, pas, quoi. voilà. Donc il y aura beaucoup moins d'accumulation. Et donc après, c'est comment tu arrives à mettre en place quelque chose pour pallier à ça et quelle approche tu as par rapport à ça. L'approche normale que tout le monde a, enfin normale, elle n'est pas normale, mais l'approche que tout le monde a, c'est en gros, au début, tu bourrines comme un ouf et tu t'en fous à peu près de tout, jusqu'au jour où tu as mal quelque part, et quand tu commences à avoir mal, là tu te poses des questions et tu commences à faire des trucs, mais tu fais ces trucs-là que quand tu as mal, donc dès que tu n'as plus mal, tu arrêtes de le faire. Et après, la deuxième étape qui va chercher un peu plus loin, et c'est justement ce que préconise Gundil, c'est tu sais que tu vas avoir mal, tu sais que tu vas te blesser, Là, c'est l'éveil. donc comment t'anticipes en fait la blessure? Comment tu travailles en disant ouais de toute façon je sais que je vais me blesser, ça a beaucoup de risques de se profiler de cette façon-là. Donc maintenant comment je travaille en amont pour y donner l'exemple d'un sprinter, je crois qu'il s'était ou d'un mec qui faisait de l'athlétisme qui s'était fait une déchirure à l'ischio. Et donc il disait, dans les sports comme ça, en gros, c'est quasiment sûr que tu as de bonnes chances de te déchirer l'ischio. Donc en gros, qu'est-ce qu'il aurait dû faire en amont de tout ça pour, en fait, presque faire ce que les Américains ils appellent du prehab. C'est genre, c'est pas du rehab qui arrive après la blessure, mais Ouais, ouais. alors c'est pas vraiment dans ce sens-là, mais en gros, comment tu peux travailler justement en amont, on en parlait avec les sports qui créent des déséquilibres, qu'est-ce que tu vas faire pour travailler en amont justement pour limiter les déséquilibres et la blessure? C'est de la prévention, quoi, De la entre guillemets, hein, prévention. mais... Donc justement, comme tu disais, les massages, ça va être une bonne chose. Les massages, c'est vraiment, pour moi, c'est la deuxième étape. En fait, la première étape pour moi, c'est tout ce qui va s'orienter autour de l'échauffement, en fait. Enfin, je dis de l'échauffement, mais il y a des choses qui peuvent se faire, pas nécessairement à l'échauffement. On va dire tout ce qui est orienté autour de l'échauffement. Donc à savoir échauffer tous les petits muscles, s'étirer par exemple et se masser, ça vient après, tu vois, pour moi. C'est le niveau d'au-dessus parce que des gens qui travaillent la coiffe des rotateurs, ça se voit de plus en plus. Des gens qui se massent avec un rouleau ou avec autre chose d'ailleurs, ça se voit quand même pas si fréquemment que ça. C'est vrai, ouais. Donc, ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, Donc ouais. en fait, pour moi, la première étape des méthodes de récupération, en fait, ça va t'aider indirectement à récupérer parce que en fait, tu te feras forcément, enfin, du coup, tes exercices, ils vont moins te traumatiser. Ils vont moins traumatiser dans le sens où, quand tu as une épaule bien chaude, une articulation de l'épaule bien chaude et que tu as travaillé ta coiffe des rotateurs sous à peu près tous les angles, en tout cas que tu as essayé de la chauffer, elle va pas prendre aussi cher que si tu lui imposes un développé Ouais, couché lourd comme ça, à froid, tu vois, ça va pas se passer de la même façon. ouais, clairement, ouais. Alors, ça peut paraître bête dit comme ça. Sur le court terme, ça se verra peut-être absolument pas, mais sur le long terme, il n'y a aucun doute que ça se verra.
Ah ouais, tu fais ça sur 5 ans, je pense Exactement, que ouais. tu vois clairement la différence. Et donc pour moi, ça c'est la première étape des méthodes de récupération. C'est vraiment aller essayer de trouver dans l'échauffement. Alors, il y a des trucs, c'est assez évident, comme le travail de la coiffe des rotateurs pour les épaules. Il y a des trucs, par exemple, pour le bas du corps, le travail des hanches, etc. Tu vois, c'est Démocratisé, on un va petit peu dire. moins démocratisé et aussi un petit peu moins évident, on va dire. Ce travail-là, il est peut-être un peu moins évident, quoi. Ouais, c'est moins démocratisé, donc c'est moins évident, par la force des choses. Ouais, pour le bas du corps, ça peut être, comme tu le dis, le travail des hanches, commencer peut-être par les ischios pour un peu plus chauffer tes genoux, euh, faire les mollets aussi, Ouais, ça va ouais. pour tes chevilles par Travailler sa exemple, pour ton mobilité de genou. cheville, Ouais, sa mobilité de hanche. Donc ça, tu vois, ça va être plus ce qui va s'orienter peut-être autour des étirements, etc. Et autour de l'utilisation des élastiques, chose qu'on n'avait pas nécessairement noté, mais l'utilisation des élastiques pour de la mobilisation, c'est-à-dire pas pour du travail, mais pour de la mobilisation. exactement, C'est ouais. quelque chose qui va beaucoup aider aussi pour la récupération, parce que forcément, je prends l'exemple des hanches, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu gêné au fur et à mesure des années. Quand tu mobilises ta hanche et que en gros tu donnes enfin moi c'est imagé quand je dis ça, hein, parce que c'est l'image que j'ai quand je fais ce type d'exercice. J'ai l'impression de donner de l'air à ma hanche, tu vois. Genre en gros quand je mobilise mes hanches, je sens que tu vois il y a de l'espace qui se crée dans l'articulation Ouais, et il y a un meilleur jeu, tu vois, tous les roulements ils s'activent mieux. c'est des choses en fait qui frottent avec Exactement, le temps et si tu mobilises et que tu as cette sensation d'air, c'est que tu donnes un peu plus d'espace c'est exactement et que ça. donc t'arrêtes cette période de frottement, Ouais. donc c'est Et vraiment donc, très du coup, intéressant. quand tu vas faire tes exercices de squat, etc., tu vas quand même sentir une bonne différence parce que tu vas sentir que c'est quand même plus fluide. Clairement, ouais. Donc ça peut faire partie de ton échauffement, forcément tu vas voir la différence. Ouais, Plutôt que d'envoyer une série de squats où tu vas littéralement te limer la hanche en fait, exactement. juste avant tu vas créer ce petit espace et quand tu sens cette fluidité c'est que ça frotte un peu moins du coup. Donc, du coup, première partie en fait des méthodes de récupération, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait, c'est d'anticiper la récupération et donc de s'échauffer comme il C'est faut vrai en que j'avais fait. même pas réfléchi sous cet aspect, mais c'est vrai que la première étape, en fait, c'est d'éviter de se bousiller, Ouais, entre guillemets, c'est d'éviter le plus le traumatisme. c'est ça. Entre guillemets, Ouais, hein, bien sûr, vu c'est que ça. tu vas chercher le traumatisme avec ton entraînement. Mais comment tu peux faire pour qu'il soit le moins traumatisant sur les tissus que tu veux pas cibler, en fait? Qui va être, bah, du coup, les articulations, les tendons, les fascias, C'est etc. ça. Donc après, du coup, en deuxième, tu mettrais les massages. Ouais, du coup, les massages, donc ça, rouleau, balle pistolet pour ceux qui investissent. Enfin, d'ailleurs, franchement, vous Bon, pouvez en trouver vrai, des pistolets pas très ça peut chers. être moins cher Ouais, qu'un rouleau ou qu'une balle, ouais. carrément. Après, en fait, le tout, c'est de s'y mettre. Donc, en fait, on en revient bien d'avant, un des premiers sujets qu'on a abordé. C'est en gros, qu'est-ce qu'on va être capable de mettre en place. Genre, acheter un pistolet et s'en servir 2 fois, c'est simple. S'en servir tous les jours, c'est moins évident. Donc, en fait, c'est essayer de faire rentrer dans sa routine. Euh, Ça, c'est global vraiment à tout ce qui va être récupération. C'est essayer de faire rentrer dans sa routine tout ce qu'on peut faire en termes de récupération, voir la place que ça prend et est-ce qu'en fait on est prêt à accorder toute cette place. Et c'est pas nécessairement mal de dire non, je veux pas que ça me prenne plus de X de temps. Mais en fait, il faut juste être conscient de ça. Et ça me fait penser à un truc où je voyais par exemple Rudy Koya qui disait qu'avec les années, en fait, limite, alors il disait peut-être pas exactement ça, mais l'idée de son propos c'était que presque, en fait, tout ce qui va être échauffement, récupération, etc., ça prend plus de temps que l'entraînement. C'est vrai, ouais, Et donc, tu vois, moi, à titre personnel, j'essaye de jamais tomber là-dedans, tu vois. Genre, ouais, là, ça devient peut-être trop et ça te en fait, je dégoûte, trouve en que ça fait. devient trop, ouais. Donc, ma stratégie à moi, ça va être d'essayer de trouver des façons de faire où je vais avoir l'impression que c'est ancré dans mon entraînement, en fait. Donc, autant, par exemple, si je suis dans un objectif de performance, genre par exemple que je suis sur un programme qui est très orienté force, etc.,
je sais qu'en fait je vais pas pouvoir y couper. Donc en gros ça va prendre de plus en plus de temps. Je vais faire des choses que je fais absolument pas habituellement, justement pour pouvoir me préparer, qui est beaucoup etc. plus minutieux, Ouais, quoi. ouais. Mais sinon globalement en fait je vais essayer d'intégrer les choses de façon ludique entre guillemets à mon entraînement pour justement éviter d'avoir l'impression que ça me prend beaucoup trop de temps. Et Oui, que ça prend une part beaucoup trop importante dans l'entraînement. j'avais entendu ouais, Rudy sur ce sujet où il avait une vision assez fataliste, hein, Ouais, comme tu disais, où bah vas-y, avec le temps, en vrai, je suis obligé de passer 1 heure et demie, je reciterai hein, avant mon entraînement pour tout faire, quoi. Échauffement, massage, mobilisation, etc. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu une vidéo de Chris Bumstead il n'y a pas longtemps qui est en pleine prépa Olympia et qui, bien sûr, a mal partout et qui disait en fait la vérité c'est que j'ai vu plein de spécialistes de l'entraînement, de la préparation physique, etc. Et que j'ai plein de routines en fait, plein de routines qu'on m'a données à respecter mais que j'arrive pas forcément à tenir. Et donc avec le temps et l'expérience, j'ai appris que fallait que je choisisse les exercices à intégrer dans mon échauffement avec précaution entre guillemets, parce que je sais que ça va être eux que je vais faire ouais, c'est ça. absolument tout le temps, Ouais. tu vois. Et donc c'était un peu ce que tu disais, ça rejoignait le côté ludique. Il s'est dit, bon vas-y, je vais prendre ces 3 exercices, je vais en faire 3 séries, je te dis grossièrement, hein, et je sais que je vais le faire tout le temps par contre. Plutôt que, en fait, il disait, j'ai essayé ces méthodes, mais ça me fatiguait trop mentalement Ok, avant ouais. même de m'entraîner, quoi. Ouais, ouais. Donc il était passé par l'étape de Rudy Koya où il faisait 1 heure, 1 heure et demie avant son entraînement. Certes, il avait plus de douleur, mais il était déjà mentalement, entre guillemets, rincé avant même de s'entraîner, quoi. Alors que c'est son taf, Ouais. entre Ouais, guillemets, hein. donc faut voir aussi la place que ça prend. Moi, par exemple, un truc que enfin, un truc qui m'a marqué, mais par la suite, parce que ça fait pas très longtemps que j'avais lu ça. Mais en gros, c'était, enfin que j'ai vu ça d'ailleurs, c'était Dave Tate qui expliquait comment il implémentait la conjugate méthode de Westside Barbell. Et donc, en fait, il explique en gros qu'en début d'entraînement, il a un circuit genre d'une dizaine de minutes qu'il fait faire à ses athlètes quand ils arrivent à la salle, où en gros, ils vont vraiment travailler tous les trucs clés. Et en fait, et cette réflexion, je l'ai trouvée très intelligente. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, euh, il voyait ça dans comment dire, dans une image de préparation globale, et que le but de faire tout ça, c'était aussi que si un jour un de ces athlètes arrive en retard et qu'il ne peut pas faire l'échauffement, bah le fait d'avoir fait cette routine d'échauffement tous les jours jusqu'à maintenant, ça lui permettait aussi d'attaquer une séance, pas toutes les séances, mais une séance ou X séances sans faire l'échauffement, tu vois. Ok. Et donc moi, en fait, c'est ça aussi que j'aime bien dans cette idée. C'est pour ça que je trouve que l'échauffement, en fait, c'est vraiment pour la récupération à long terme. Enfin, à long terme, je dirais, c'est vachement important parce que, bah, en fait, il va falloir. Moi, je vais sélectionner les choses que je vais faire de façon à ce que, même si je les fais pas tout le temps, le fait que je les fais assez de fois, en fait, ça me serve quand même pas mal, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est limite du C'est renforcement exactement encore ça, ouais. plus que de Ouais. l'échauffement. C'est plus du renfort. Et donc, c'est ma façon d'intégrer ce genre de truc, tu vois, dans mes routines et d'être sûr que je vais m'y tenir. Et de voir ça de façon un peu plus ludique. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça sert à quelque chose, tu vois. Ouais, c'est vrai que avec le temps, je trouve que en fait, implémenter des exercices plutôt que de passer beaucoup plus de temps sur les C'est ça, ouais. massages, etc., avant de s'entraîner, en fait, comme tu le dis, tu as un peu un bonus, c'est le fait que ça te renforce. C'est ça. Donc tu sens directement une application, et comme tu le dis, des fois peut-être quand tu as moins le temps, que tu zappes un petit peu, etc., tu sens que la zone est un peu plus solide, et tu sens que du coup il y a eu un gain en fait Ouais. sur cette zone-là, et tu te sens plus fort en fait. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, en fait, tu vois, parce que, par exemple, ça me fait penser un peu à. Alors, tu vois, je vais parler de deux choses qui vont du tout au tout, mais ça me fait penser un peu à Stan Efferding, tu vois, qui expliquait qu'en gros, à une époque, il a failli avoir un remplacement de hanche, tu vois, et que, en gros, à partir de là, tu vois, il s'est dit, mince, il y a un truc à faire, quoi. Peut-être quelque Et chose à donc, il a faire. commencé à implémenter vachement de trucs
de mobilité, etc. Je crois qu'ils se massaient vraiment beaucoup. Genre, il y a une vidéo où ils étaient allés faire du squat, je crois, avec Larry Wheels, tu vois, c'était genre un espèce de concours. Et donc, il explique qu'en fait, avant d'aller voir Larry Wheels, il était passé dans une autre salle dans laquelle il s'était échauffé pendant genre 1 heure, tu vois, avant d'arriver à la Ok, salle pour son d'accord. truc. Donc, il explique qu'il se massait, etc. Et qu'en fait, bref, quand il a commencé à être comme ça, en gros, il a recommencé à... Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, tu vois, mais c'est juste pour donner un exemple. En fait, il a commencé à squatter genre profond à partir de 60 kilos, un truc comme ça, même moins que ça. En fait, je crois qu'il avait mis une vidéo carrément, tu vois, où tu le vois faire 20 répétitions, ouais, genre 60, alors que vas-y, c'est un... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était un world record holder, tu vois, donc il avait eu des records mondiaux en power. Donc, et il était vraiment reparti de zéro, tu vois, à travailler vraiment sur cette mobilité, à avoir toute une nouvelle approche sur l'entraînement, à privilégier le mouvement, en fait, essayer de privilégier les mouvements full range, tu vois. C'est pas nécessairement encore ce qu'il faut faire une fois plus, hein, tu vois, faut pas abuser avec les presses où tes Ouais. pieds ils te rentrent dans les fesses, etc., tu vois. Mais, tu vois, globalement, et bref, en fait, plus des et en fait, tout ça pour dire qu'il était plus dans une approche de dire, vas-y, en fait, faut que à travers mon entraînement, parce que maintenant, vas-y, il court plus après les records, à travers mon entraînement, en fait, justement, ça me permette d'aussi améliorer, on va dire, mes conditions d'entraînement et mes conditions de vie, tu vois. Parce que lui, c'était presque ses conditions de vie, étant donné Ouais, qu'il était à deux doigts de se faire remplacer la hanche, quoi. ouais, il a fait un hard reset, comme on dit. Et Exactement, il a pris, en fait, bon, il a pas, c'était pas forcément une opportunité, mais il a vu ça comme une c'est opportunité ça. pour revoir totalement son entraînement. Pareil, tu vois, implémenter, c'était pas que pour ça, mais implémenter ces 10 minutes de marche après les repas, tu vois, en plus des bénéfices que ça a autour de l'insuline, etc. C'était aussi, tu vois, pour en gros privilégier le mouvement et faire circuler un peu tout, tu vois, faire bouger, en fait bouger, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Donc ça, c'est une approche, tu vois. Moi, ce serait plus l'approche que je tendrais à utiliser. Après, tu as l'approche en mode gun deal, où par exemple, c'est juste un exemple, hein, tu vois, mais tout ce qu'on peut voir dans le Strongman Pro, les tops, quoi, genre plus Thor et les frères Stoltman, tu vois, où en gros, eux, genre, t'as la full opti de la récup, tu vois. Ouais. Vraiment, où en gros, ils vivent récup les mêmes, tu vois. Ou même Gandhi, il donnait l'exemple, tu sais, du mec qui fait du bras de fer, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, je vois. Tu vois Celui qui lequel? s'est déchiré les 2 biceps, Ouais, là qui où c'est pousse des poids. vraiment. Même il a fait un entraînement avec Brian Shaw il y a pas longtemps, j'ai vu. Ouais. Bref, et donc lui, pareil, tu vois, il expliquait que genre il faisait des 1 RM à sa machine de bras de fer, genre 10 fois par jour, tu vois. Et en fait, du coup, en fait, Gandhi, il expliquait que le fait en fait, de faire beaucoup en fait, de mettre toujours ses muscles sous tension, enfin, de provoquer une tension, etc. En fait, ça rentrait, tout ça, ça rentrait dans un processus de récupération, tu vois. Et tout comme, alors eux, c'est dans un autre registre, tu vois, mais ils ont genre le bain froid, ils ont la chambre rouge, là, les trucs Ouais, rouges, ils ont l'infrarouge, leur ouais. caisson hyperbar, tu vois, où eux, vraiment, ils ont focus sur la totale, mais ça, c'est vraiment de la récupération passive plus qu'autre chose, quoi. Ouais. Là, en fait, tu fais pas grand-chose, quoi. T'as juste à Ouais, t'allonger et tu peux faire ouais. d'autres trucs en même Donc temps. ça, c'est, tu vois, moi j'aurais tendance à dire que ça, c'est le prisme du mec pro. Genre, en fait, c'est ça. T'as un Il sacré fait que ça. chemin, ouais, avant Il fait que de. ça. En fait, c'est parce que c'est que son gagne-pain, tu vois, Ouais. qu'il doit faire ça. Et qui Mais peut se le c'est permettre ça. aussi. Mais du coup, nous, on n'est pas pro et on a d'autres on a d'autres choses à assumer lors de l'entraînement. Donc, et on gagne pas notre vie avec ça. Ouais, c'est ok. Donc du coup, faut voir comment on peut intégrer ça. Donc, on en revient à ce qu'on disait. Donc, deuxième chose, après donc, les échauffements, c'est les massages. Mais ce qui est intéressant avec l'approche que je te donnais, les échauffements, etc., comment intégrer ça, tu vois. Après, ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent tryhard un peu plus. Mais moi, tu vois, par exemple, c'est le genre de truc que je peux faire. Bah, en gros, je vais, par exemple, je sais pas, laisser traîner des élastiques chez moi, tu vois. Et genre, dès que j'ai quelques minutes, tu vois. Ouais, Et je vais me dire, exactement, ouais, vas-y, je vais faire un peu d'arrière d'épaule, par exemple, tu vois. Ouais, Mais ouais. genre au hasard comme ça. Mais sans vraiment grosse structure parce que je trouve que ce serait trop demandant mentalement. Mais tu vois, de temps en temps, vas-y, je vais faire un peu de ci, vas-y, je vais taffer un peu mes avant-bras, je vais faire un peu ceci, un peu cela, tu vois. Objectivement, je pense que tu peux pas te surentraîner sur de si petits muscles.
Par exemple, typiquement, l'infra-épineux, les rotations externes, Ouais, en vrai, t'es tellement faible dessus, même si tu le renforces, hein, entre guillemets. Bah là, j'ai fait une période où pendant 3 mois, je faisais, on va dire, en gros, 500 reps sur les rotations externes sous différents angles aussi, c'est important de le préciser, de bosser tous les angles. Et clairement, j'ai vu que des bénéfices, quoi. Tu vois, genre, pareil, comme tu le disais, faire de l'arrière d'épaule, faire 100 répétitions, 200 répétitions par jour, je pense pas que tu vas avoir un côté clairement négatif. pas. Tu vas même voir un côté positif Sûrement plus, ouais. sur tous tes entraînements annexes, où, comme on le dit, en fait, c'est ces exercices de renforcement, hein, c'est même plus de l'échauffement, ça t'apporte une certaine solidité, quoi. Ouais, Ça va te permettre d'encaisser beaucoup mieux tes c'est entraînements. ça. Ouais. Donc, comme tu le dis, hein, franchement, je pense que c'est une très bonne vision de parler en fait de l'échauffement et de sélection en fait des exercices à l'échauffement avant même d'aborder ces méthodes de récupération parce que ça va être en amont en fait. C'est ça. Tu préviens en fait ta récupération avec tout ça et je trouve que c'est beaucoup négligé en fait. C'est quelque chose qui est passé un petit peu comme ça, comme si c'était pas très important. Mais les exercices que tu choisis à l'échauffement et comment tu vas agencer ta séance aussi, c'est très important et tu le vois au fil des années en fait. Malheureusement, tu n'y réfléchis pas trop au C'est début, ça, ouais. mais Et, après, et le danger, c'est qu'en fait, si tu n'y réfléchis pas trop au début, bah, potentiellement, c'est là que tu te retrouves dans une situation où ça va te prendre de plus en plus de temps, en fait. parce que Parce que tu n'auras pas c'est le choix, finalement. tu n'auras pas le choix et je pense qu'il y a des déséquilibres qui vont s'installer au fil du temps passivement en fait. C'est C'est ça. juste parce que tu as, des zones que tu n'as pas bossé tout simplement quoi. T'as pas mis assez C'est d'importance. ça. Et donc, il faut plus, à mon avis, viser sur l'accumulation, la régularité, et même si tu fais genre qu'une série pour chaque exo que tu auras choisi de ta routine, bah, c'est toujours mieux que rien faire du tout. Et je pense que surtout dans le temps, ça finira par payer. Ou en tout cas, Clairement, oui. toi, tu vas pas trop le payer, justement parce que tu auras mis en place déjà tout ça en amont. Donc, on a parlé du coup des massages, Ouais, on a parlé de l'échauffement. Euh, on peut parler un petit peu des mobilisations tractées du ouais coup. bah justement, ouais, on avait évoqué un petit peu ça. On a évoqué un petit peu ça. Donc, toi, c'est pour la hanche majoritairement que tu les fais. Et un truc aussi que ça, j'ai du mal à m'y tenir, mais tu vois, là, j'ai recommencé à le faire. Et franchement, je sens quand même une bonne différence. C'est la décompression de la colonne à la fin de la séance. Et ça, je pense que et ça, vraiment, moi, quand je le fais régulièrement, tu vois, j'ai toujours, ça fait un moment maintenant que j'ai des petites douleurs en bas du dos, un petit pincement. Bon, donc là, en plus d'avoir arrêté tous les exos qui me causent ce pincement, en fin de chaque séance, et bah, je m'étire le bas du dos. Donc je vais sur un banc à lombaire incliné là. Je me laisse pendre donc bien en arrondissant mon bas du dos, hop. Et puis après, je vais sur une barre de traction et pareil, je me laisse pendre et je fais ça plusieurs fois d'affilée. Et franchement, de faire ça à la fin de toutes les séances, bah, tu vois, ça prend pas beaucoup de temps et je trouve que c'est quand même bien bénéfique. Et comme tu le dis, en fait, je trouve que c'est quelque chose. Tu sens la différence malheureusement quand tu le fais pas. C'est ça. Donc, tu vois, c'est toujours une question d'accumulation. Je pense que tu sens que ta colonne elle se tasse, mais petit à petit, quoi. Tu vois, au final, tu vas sentir qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, Et puis, quand tu vas recommencer à le faire, bah, tu vas te dire, ah oui, putain, en fait, c'est juste parce que j'ai oublié de me décompresser la colonne. exactement. Ouais. C'est ces petits trucs, en fait, au final, qui s'additionnent et qui font une vraie différence, je Je trouve. pense. Ouais. Donc, tu as la décompression de la Donc colonne. en fait, tout ce qui va se rapprocher d'étirement en fait, hein. C'est Donc ça, la ouais. décompression de la colonne, ça peut être bah, justement les mobilisations aux élastiques. Donc pareil, moi, si je peux donner une petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'en fait, un des problèmes que j'avais, j'en parle souvent, hein, mais pendant mes premières années de muscu, vraiment, les pecs, c'était le muscle qui répondait vraiment pas trop, quoi. Et un des problèmes que j'avais, c'était que lors des exercices de développé, notamment le développé couché, en fait, je sens le lendemain, j'avais des courbatures que au tendon en fait, à l'insertion pec-épaule quoi. Absolument jamais de courbatures dans les pectoraux à proprement dit. Et donc, bah, un problème que j'avais, c'est qu'en fait, quand j'arrivais en bas de mouvement et que bah, la barre elle touchait, en fait, j'étais étiré au max, tu vois.
Genre Ok, vraiment, ouais. je pouvais pas aller plus bas. C'était limite trop, Et quoi. en fait, pour te dire, tu vois, en fait, carrément, fallait que lors de l'échauffement, je fasse plusieurs. Enfin, tu vois, genre un petit travail avec la barre à vide, tu vois, pour déjà me pré-étirer, me Ah mettre oui, en d'accord, ok, condition. ouais. Et en fait, un truc qui a vraiment changé la donne, je pense, sur les résultats que j'ai eus, c'est en fait de travailler ma mobilité d'épaule. Et donc, de travailler donc, enfin, tout ce qui va être autour de l'épaule. Donc, en fait, ça va être le pec, ça va être l'épaule et le biceps, bien sûr. Et donc, travailler ça, la mobilité aux élastiques, vraiment, ça a été un game changer. Et donc, tu vois, ça a eu plein de bénéfices. Bah, déjà, je pense que ça a préservé mes épaules au moins en partie, en tout cas. Enfin, je pense qu'elles auraient été, je dis pas qu'elles sont dans un état nickel, mais elles auraient été sûrement plus abîmées si j'avais pas fait ça. Et surtout, tu vois, ça m'a même aidé, en fait, dans mes objectifs, puisque finalement, ça m'a permis de faire des mouvements, en fait, avec une amplitude où j'allais chercher en fait beaucoup, enfin, qui mettait beaucoup moins mes épaules sous tension en fait, mais c'était simplement un problème de raideur et de manque de mobilité, tu vois. C'était pas vraiment, pas en tout cas totalement un parti Ouais, je pense que t'es morphologique. sorti du cercle vicieux parce que malheureusement, en fait, ça s'accumule. C'est C'est-à-dire ça, que tu vas être un peu frustré, tu vas continuer les entraînements, etc. Mais en fait, ça va te raidir encore plus. exactement. Et si tu n'abordes pas le problème du coup de souplesse, forcément, ça va être de pire en pire, quoi. Donc, soit en fait, tu pars dans l'optique complètement opposée, tu réduis de plus en plus ton amplitude, mais là, ça va très mal se terminer, je Il y a des pense. chances, ouais. Soit t'abordes enfin, tu prends le taureau par les cornes comme toi t'as fait et t'essayes du coup d'augmenter ta Et donc mobilité. tu vois qu'à long terme, ça en fait c'est toujours pareil, c'est que à court terme, etc., c'est chiant, mais en fait tu vois qu'à long terme, finalement ça m'a permis de même développer les muscles autour, etc. Chose que qui se serait sûrement pas du tout passé de la même façon si j'avais pas travaillé. Donc tu vois qu'en fait, on en revient à la même chose, c'est que ce travail de fond, finalement en fait, il sert pour. On a fait là hier une vidéo où donc on filmait une séance où je faisais des séries de 100 et du coup on expliquait que les séries de 100 en fait c'est très sous-coté parce que il y a rien qui est supporté. Enfin, par la science, c'est pas supporté et que en gros, ça donne pas de muscle de façon directe. Mais en fait, le but des séries de 100, c'est pas de donner du muscle de façon directe. Et tout ce qu'on va mettre en place autour de l'entraînement et de la récupération, ça va pas donner du muscle de façon directe. Par contre, sur le long terme, c'est ce qui va te permettre de prendre plus de muscle, tu vois. Exactement. Bah, typiquement, tu peux pas en fait créer une étude randomisée, etc. en double aveugle qui va te dire que décompresser ta colonne vertébrale, ça va te donner du muscle. Par Exactement. contre, ça va te permettre de Par contre, si tu rajouter. te niques pas le dos, Voilà, il y a de bonnes chances que. auras des entraînements en Exactement. plus et là tu vas prendre du muscle. En fait, c'est aborder le sujet sous le mauvais angle. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait du coup aborder un petit peu toutes ces différentes méthodes, entre guillemets, hein. Parce que, certes, ça te donne pas du muscle directement, tu vois. Si t'as une vision butée, genre binaire, ok, d'accord, il faut que je fasse absolument un truc qui donne du muscle maintenant tout de suite. Non, ça fonctionne pas comme ça, mais par contre, c'est trop négligé sous l'aspect où ça te permet en fait de t'entraîner de façon continue C'est ça. et en lourd, avec intensité, tu vois. Avec les années et le temps, tu vois bien que ce qui te ralentit le plus, c'est juste le fait de ne pas pouvoir t'entraîner Ouais, parce tout à que fait. t'as telle ou telle zone qui Ouais, et est puis un peu même douloureuse. globalement, la récupération Voilà, la globale. récupération, c'est clairement le facteur limitant, quoi. Sinon, Tout à on fait. serait tous les jours sous la barre de décès C'est ça. à envoyer le plus lourd possible, mais malheureusement, on peut pas. Donc, c'est trouver des solutions pour que, voilà, peut-être tu auras 5% de plus en récupération, 2%, mais tu vois, ça s'additionne tout ça. C'est ça. Et si tu additionnes ça tous les jours sur des semaines, des mois et des années, tu vois clairement une différence. Clairement, si tu t'essayes de t'astreindre à faire un petit peu de chaque méthode, tu vois clairement la différence sur ta récupération. Donc là, on pourrait rebondir sur le dernier aspect, ça serait les séries de sang du coup. Les séries de sang, en quoi ça aide ta récupération, comment les mettre en place et pourquoi en fait c'est si sous-coté, En entre fait, guillemets. donc, du coup, les séries de 100, alors on prend l'exemple des séries de 100, mais ça peut être globalement les séances légères. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va être forcément nécessairement facile à mettre en place.
parce qu'il faut savoir ce qu'on entend par séance légère, etc. En fait, moi, c'est déjà ça que j'aime bien avec les séries de 100, c'est qu'en fait, du coup, il n'y a pas trop à se poser de questions, c'est une série de 100 et point, quoi. Ouais, sans répétition, entre guillemets, c'est arbitraire, mais c'est pour s'astreindre à Ouais, quelque c'est chose, ça. quoi. Parce que dire une séance légère, ça veut dire quoi une séance légère, Ouais, tu ça vois? peut vite partir en couille, Ça quoi. peut vite partir dans tous les sens, ouais. Donc les séries de sang, déjà tout simplement, en fait, ça va avoir plein de bénéfices. Un des bénéfices principaux, c'est que ça va faire circuler le sang au niveau du muscle concerné. Donc en gros, ce qui dit circulation du sang, dans le sang, il y a quoi? Il y a les nutriments, donc tu vas amener des nutriments. Tu vas amener des nutriments dans le muscle, dans les tendons, etc. Donc en fait, forcément, ça va aider à une meilleure récupération. Mais tout comme, par exemple, je sais pas moi, les gens qui font de la course ou même du sprint, etc., tu vois, Ouais, t'as ils des, vont faire du vélo tout doucement ou de la course un très peu un légère, tu vois. décrassage, quoi, Exactement, ouais. comme ils utilisent. Donc en fait, c'est ce phénomène-là qui va se produire et qui va justement aider à la récupération. Le fait de, quand tu as des courbatures, bah du coup, en fait, c'est que tu as plein de métabolites, de déchets de métabolites qui sont accumulés dans le muscle, qui font que ça te cause des douleurs, au-delà du fait aussi que ton fascia il a pris, etc. Forcément que faire circuler les fluides, justement, comme dit Game Deal, et d'ailleurs, justement, le gars dont on parlait qui faisait du bras de fer, là, c'était un truc vachement important pour lui et dont il parlait dans ses protocoles de récupération. Le fait de faire circuler les fluides, ça va aider à une meilleure récupération. Donc ça, c'est l'aspect récupération des séries de sang. Au-delà de l'aspect capillarisation, c'est-à-dire que bah, le fait de faire beaucoup circuler de sang dans une zone, ça va créer une capillarisation supplémentaire qui n'existait pas. Donc ça va justement aider à mieux vasculariser la zone par la suite. Qui va par exemple, donc là on en parlait, on a eu beaucoup d'avis négatifs sur la perte de gras local. En fait, si vous remarquez, les parties les plus grasses de votre corps, et si on regarde globalement sur les gens, les parties les plus grasses de leur corps, c'est les parties qui sont le moins vascularisées. Genre, c'est des zones, quand tu les touches, si tu remarques, elles sont plus froides que les autres zones. Pourquoi elles sont plus froides? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sang qui circule. Et donc, la graisse va avoir tendance à s'accumuler puisque il y a moins de chaleur, tu vois. Le fait de faire ces séries longues, séries de sang, notamment, bah, ça va permettre en fait à la zone de créer du tissu capillaire qui va faire que la zone sera mieux irriguée et donc qui à terme fera qu'il y aura moins de gras qui sera accumulé à cet endroit-là. Ouais, c'est comme tout ce qu'on a évoqué avant, c'est un travail de longue haleine. C'est ça. Tu vas pas réussir à capillariser une zone qui est grasse depuis que t'es né, tu vois, avec deux séries de sang, malheureusement. Ah Mais non, par contre, si tu le fais pendant 5 ans tous les voilà, il y jours, a quand même des chances que ça là, fasse une il y a des différence. chances que tu vois une différence, tu vois. C'est comme les pros qui font 1 heure et demie de Stairmaster en contractant les fessiers Exactement, ouais. volontairement. Tu vois bien que les mecs, ils sont pas aussi secs de partout, qu'ils ont tous des fessiers striés, tu Ouais. vois. Tout comme t'avais Fouad Abiad qui avait dû faire des extensions lombaires tous les jours. C'était Chad Nichols, si je me souviens bien, qui lui avait dit de faire ça. Il lui avait dit, ouais, bah ça me faisait chier de faire 45 minutes d'extension lombaire, mais force est de constater que mes ischios, ils étaient super secs, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose, en fait, que tu peux pas prouver via une étude. Tu pourras pas Non, avoir un mais de toute protocole façon, nécessaire, tu vois. quel sujet va dire vas-y, je vais le faire pendant. Tu vois, C'est des choses impossibles, en voilà, en fait. fait, c'est intéressant. Enfin, là, on parle du bodybuilding, tu vois, de regarder ce que font les athlètes pros, notamment au bodybuilding, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont juste, surtout dans le bodybuilding, je pense plus que dans d'autres sports, franchement. C'est des gens qui sont jusqu'au boutiste, tu vois. C'est des C'est des gens, expériences en en fait, eux-mêmes. c'est des gens, genre, tu leur dis, tu peux leur dire de faire des trucs de malade, ils vont le faire. Ouais, s'ils peuvent gagner un C'est centimètre ça. sur un En fait, truc, c'est des gens qui sont vraiment prêts à faire n'importe c'est quoi. littéralement des mecs qui s'injectent des Exactement. pharmacies entières. Donc, tu Voilà. vois, ils en ont rien à foutre. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir leur retour d'expérience. Et en fait, c'est que de l'expérience de terrain. C'est pas de l'expérience scientifique. Mais ça compte aussi, tu vois, c'est de Bien sûr que ça, l'expérience en soi. c'est presque la meilleure Mais expérience, en en fait. fait, comment tu peux battre un protocole de 12 semaines ou 6 mois grand max, tu vois, avec un mec qui s'est entraîné 10 ans de cette façon, Ouais, quoi. voilà. Donc ça te permet de voir des résultats palpables, tu Il y vois. avait aussi Hakim Williams, apparemment, qui disait que comme il avait le dos pas sec, en gros, son préparateur, il lui faisait faire du rameur constamment, tu vois.
des heures et des heures de rameur, tu vois, constamment. Ouais, voilà, c'est essayer en fait de transformer ça sous forme de tu vois, c'est ça mix cardio, muscle, effort musculaire, c'est vraiment, comme tu le dis, bah, utiliser cette zone pendant des heures et des heures, quoi. Tu vois, si tu peux faire si t'as le temps que tu peux allouer et faire les triceps pendant je ne sais combien de temps, parce que t'es flasque au niveau des triceps, c'est ta zone qui prend du gras facilement, forcément tu verras une différence, tu vois. Exactement. C'est quelque chose qui est palpable, mais ça demande trop d'investissement Pour que la pour y aller à majorité, l'aveugle en exactement, fait. ouais. Tu vois, faut quelque chose que tu puisses toucher, on va En dire. fait, C'est il plus faut que le rassurant, tu résultat, vois. il soit ouais, voilà. En fait, tu as envie de te baser sur un truc qui te rassure, ouais, voilà. Dans lequel tu C'est, vas. Donc, typiquement, une étude pour beaucoup de gens, ça va être ah oui, mais l'étude a dit ça, donc. mais en fait, ça rejoint celui qui nous avait contacté pour un coaching et qui disait, bon, alors, c'est quoi le pourcentage de réussite avec vos coachings? Ouais, Donc, par exemple, si voilà, bah, on va te mytho, on va te dire c'est 100%. Donc 100% de réussite, peu importe l'investissement de la personne. On arrive, hop, on fait des avant-après, on rajoute 10 kilos à tout le ouais. monde. Alors que bah, c'est avant tout l'investissement de la perte. Tu peux donner moi, c'est ce que j'ai souvent dit d'ailleurs à des gens que je coachais, en fait, qui voulaient toujours trouver un espèce de raccourci ou trouver un truc magique, tu vois, une technique secrète. Souvent, c'est pour perdre du poids d'ailleurs, pour aller plus vite, tu vois, et pour perdre du poids. Et en fait, en définitive, je leur dis de façon. Et tu vois, en fait, à chaque fois, on se lance dans des échanges où ils me renvoient la balle pour que j'ajoute quelque chose de supplémentaire à ce que je leur ai déjà préconisé de faire. Et en fait, on en arrive à la fin où moi je leur dis clairement, en fait, je peux te donner de toute façon le meilleur truc du monde. Si à la fin tu l'appliques pas, il se passera rien. Donc en Exactement, ouais. fait, avant toute chose, applique ce que je te dis et après, vas-y, on verra si on peut triquer deux ou trois trucs. Mais si t'appliques pas tout ce que je te dis, de toute façon, il se passera rien. Donc en fait, On revient à chaque fois à la même chose, c'est le mec qui va théoriser et qui va chercher c'est ça. à comprendre le cycle de Krebs pour commencer la musculation, C'est alors ça. qu'en vrai, ça te sert Pour à ton quoi muscle, de... tu sais, il y a plein de gens qui sont musclés, ils savaient même pas ce que c'était une cellule Ouais, sûrement, tu voilà, vois. tu vois, ils savent même pas ce que c'est de l'ATP et ils ont 180 au coucher et ils sont Voilà. musclés, tu vois. En vrai, c'est juste qu'ils ont appliqué. Et malheureusement, tu as plein de formes d'intelligence, comme on l'a dit plusieurs fois, et tu as l'intelligence d'entraînement où tu arrives, tu fais ce que tu as à faire, tu sais comment t'entraîner et tu vas, en fait, tu vas sur le terrain, quoi. En vrai, nous, on veut être musclé. Pour être musclé, il faut faire de la musculation. Faut pas théoriser pendant des heures et dévier du sujet principal en fait, tu vois. Donc les séries de sang, tu peux passer ta vie dessus à essayer de trouver un protocole pour prouver que scientifiquement ça fonctionne, ou tu Exactement. peux aller sur le banc à lombaire et faire 30 minutes de banc à lombaire tous les jours et voir la Et voir différence, tu vois. exactement. Ouais. Mais par contre, comme on le dit, bah, il n'y a rien qui va te rassurer, quoi. Non, Va falloir plonger à l'aveugle et va falloir, entre guillemets, trust de process, tu c'est vois, ça. et te lancer comme ça dans le truc. Et malheureusement, bah déjà, quand tu parles des bases à appliquer, donc quand tu dis à quelqu'un qui veut perdre du poids bah, qu'il n'y a rien de magique et que bah va falloir manger juste des protéines, s'entraîner, etc. Là, tu commences à dire ça, bah tu vois, la personne est un peu déçue parce que ça l'aurait rassuré de dire bah non, en vrai, tu vois, j'ai le truc magique. En gros, tu vas aller sur l'escalier et tu vas faire 1 minute en étant sur le côté, tu vas faire 1 minute en étant sur une jambe et tu vas faire 3 minutes en sautant. Et si tu fais ça, c'est sûr et certain que tu vas perdre 5 kilos. Tu vois? Là, quand tu donnes ça à quelqu'un, il va se dire oh putain, c'est sûr que ça fonctionne, tu vois. Donc vas-y, je vais le faire. Ça fonctionnera pas. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ça fonctionnera pas, ça va le frustrer et il va faire absolument rien du tout. Et il va même remanger et reprendre 10 kilos. Exactement. Donc voilà, c'est en fait, pour revenir au sujet principal, hein, c'était les séries de sang, Pour la récup, donc. pour la récupération du coup. Et donc, bah, il n'y a rien à démontrer, quoi. Ça a été prouvé, tu as juste à le faire et tu vois la Exactement, différence. ouais. Et pareil, en fait, après, faut voir, ce qui va être important, c'est la mise en place de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus que cette série, elle vous emmène au bout de votre vie. Genre, comme je disais du coup dans la vidéo qu'on a tournée hier, de base, en fait, on prend
charge où on peut faire 30 répétitions vraiment hyper propres, très strictes. Et à partir de là, on monte à 100 avec le nombre de pauses nécessaires. Et comme je disais dans la vidéo, vaut mieux sous-estimer ce qu'on est capable de faire et donc faire par exemple 50 répétitions d'une traite à la première Ouais, série, au pire, plutôt que t'ajustes. de surestimer le truc, où là pour le coup ça va peut-être éventuellement avoir Ouais, pas un aspect d'ego. négatif sur la récupération, Là, quoi. pas d'ego sur les Ouais, séries de 100, c'est pas là où tu vas faire le muscle c'est ça. à proprement parler. Là, il n'y a pas de traumatisme en fait. Donc, faut pas du tout chercher la performance, quoi. Non, non, pas du tout. Faut juste, bah là, pour le coup, tu te guides à la sensation, Ouais. quoi. Tu cherches, C'est le seul cas. voilà, c'est le seul cas où tu cherches. Par contre, tu réfléchis un peu sur l'angle, la Oui, position, etc. Mais par contre, pas d'ego, ouais, quoi. mais c'est le seul, voilà, le seul cas où tu peux te dire, vas-y, J'y vais à la j'y vais à la sensation. sensation. Parce que justement, en fait, le but, c'est de ressentir le muscle. C'est ça. Donc, autant que tu trouves un angle et un exercice où tu vas le sentir, pour que, en fait, ça soit efficace. Parce que sinon, si tu veux Ouais, si tu ouais, vas en mode bourrin, si tu fais une série de 100 au pec et qu'en fait, t'as juste l'avant de l'épaule qui brûle, ça va pas. Alors, ça va pas t'auras fait faire... circuler du sang, ça y a pas de doute, ouais, mais peut-être pas au bon endroit, ouais, par ça contre. aura pas ça aura pas l'effet escompté, quoi. Donc, Et donc un travail qui peut, si on enchaîne sur une autre technique, la dernière qu'on voulait évoquer, de récupération qui va ressembler aux séries de sang, c'est enfin, en partie, en tout cas selon le programme qu'on choisit, mais ça va être tout ce qui est électrostimulation en fait. Donc ça c'est plus pour les gens qui sont prêts à s'investir un peu plus. Après ça peut être aussi très agréable et c'est pas nécessairement très contraignant. On peut faire autre chose en faisant de l'électrostimulation. exactement, ouais, tu peux être sur ton canapé en train de regarder ta série et faire ton L'avantage électrostimulation. c'est qu'on n'a pas besoin de bouger quoi. Voilà, exactement. Donc, ouais, là, si tu veux un peu pousser le truc, ça peut te permettre de récupérer. Et puis, tu as aussi d'autres applications si jamais tu veux essayer. Bah, tu sais, toujours dans cette logique, comme les séries de sang, ça aide à capillariser. Et bah là, tu essaies de ressentir, d'innerver un petit peu C'est la ça, zone. ouais. Mais ça va aider aussi à ce travail-là. Ouais, c'est un travail de fond aussi, que ça soit récupération ou capillarisation, etc. De toute façon, tu as différents programmes sur la machine. Et puis, enfin, on a essayé tous les deux et tu vois clairement que bah, ça sert à quelque chose, quoi. Tu vois, Ah c'est ouais, pas ouais, quelque ouais. chose qui est dans le vent. Non, non. Et puis c'est prouvé et approuvé par... Oui, de toute façon, c'est très c'est utilisé très par les utilisé, ouais, athlètes, dans le etc. milieu Même dans le sportif. milieu des kinés, hein, quand tu fais une blessure, tu vois, en général, on fait travailler ton muscle à électrostimulation, etc. Exactement, ouais. Et puis ne pas hésiter à utiliser toute la puissance possible de la Ouais. machine, quoi, tu vois. Donc pas Souvent, juste... l'erreur qu'on peut faire avec l'électrostimulation, ouais, c'est de pas mettre assez fort, en fait. En fait, c'est pas quelque chose non plus qui doit être très confortable, quoi. Non. Donc c'est quand tu vas utiliser l'électrostimulation, ça doit pas non plus juste chatouiller, quoi. Tu vois, il faut que Ouais, tu et ressentes même bien la... souvent, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est que quand on met l'appareil, si c'est. Alors, j'ai jamais essayé, moi, avec des trucs vraiment très très grosse qualité, mais souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est que parfois, en fait, quand tu mets pas assez fort, c'est là que ça fait le plus mal, tu vois. Donc, en fait, si tu sens que ça devient désagréable, que ça pique, ça brûle un peu, etc., en fait, tant que c'est supportable, même si c'est très désagréable, essaye augmente. d'augmenter parce que c'est là que tu vois. En fait, concrètement, l'erreur, je pense que beaucoup de gens font quand il s'agit d'utiliser l'électrostimulation, c'est qu'ils mettent pas l'appareil assez fort en fait. Faut que tu vois que ton muscle il se contracte. S'il se Ouais, contracte pas et que ça fait juste des espèces de petites vibrations, exactement, c'est ouais. qu'il y a à peine du courant qui passe dans ton muscle. Donc c'est qu'il se Exact. passe rien à ce niveau-là. Normalement, tu dois voir ton Normalement, tu muscle dois voir ton littéralement muscle bouger. doit vraiment se contracter à balle, quoi. Ouais, même pour les épaules, tu vois que Ouais. ça En fait, s'arrondit. tu Pour vois les pecs, tu dois voir en les effet, fibres se ouais, mais contracter, vraiment ouais. les fibres, tu vois où le courant passe, quoi. Et en Exactement. général, et tu vois vraiment toute la zone se contracter. Donc, tout ça, c'est un peu enfin, toutes les méthodes à côté où tu peux améliorer ta récupération. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais pour avoir le point de vue totalement opposé. Donc, Jordan Peters, on en parle bien souvent, assez souvent, on s'en inspire beaucoup. Par contre, on ne partage pas trop son avis sur sa vision de la récupération, entre guillemets, mais je trouve qu'il
il peut avoir raison, donc on peut tomber dans ce travers, en Est-ce qu'il fait. peut avoir raison? Je sais pas tant que ça, tu vois, parce que lui, en fait, déjà, il y a deux choses. C'est que son approche, c'est que pourquoi il veut pas utiliser quoi que ce soit d'autre en dehors de la muscu, c'est parce qu'en gros, il estime qu'il veut maximiser les effets de la muscu, donc il veut surtout pas que autre chose aille interférer avec ça. Ouais, Donc là, déjà, on est dans l'hyper spécialisation. Genre, c'est le mec, en gros, il te dit qu'il en a rien à foutre de pas pouvoir faire 10 mètres sans être essoufflé, tant qu'il arrive à gagner X kilos de muscle. ouais, voilà, il a Donc poussé à vraiment, déjà, l'extrême. il est dans le truc assez extrême, et surtout aussi dans son approche, il est très extrême, puisqu'en gros, par contre, parfois, quand les gens lui demandent ouais, combien de temps tu vas persister dans ta carrière, etc., il dit bah en gros, je pense qu'il me reste encore X années avant d'être totalement niqué. Donc ça veut dire qu'en gros, sa destination finale, c'est être niqué. Ouais, voilà. Comme quand il dit, ouais, enfin, quand on lui demande, ouais, t'as pas mal au dos à force de faire des soulevés de terre à 300, etc. Il dit, bah, j'ai mal au dos, oui, mais je sais que je dois continuer pour avoir tel Ouais, voilà, résultat c'est sur mon bas vraiment du dos. le tryhard en mode. Il en a Et rien à moi, foutre. c'est vraiment pas du tout ce que je Donc, préconiserais pour la longévité. pour revenir à ce qu'il dit, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes alternatives, enfin, alternatives, c'est un grand mot, de récupération, c'est du stress qui se rajoute sur sa journée et sur sa... En fait, pour lui, sa récupération, c'est juste s'allonger Ouais, et manger attendre ouais, le prochain entraînement. c'est Et ça. ça lui rajoute trop de stress de faire toutes ces méthodes. En fait, c'est que potentiellement, où il veut pas, par exemple, enfin c'est ce qu'on disait, hein, il veut pas tomber dans le truc où en gros ça vient lui prendre trop de temps sur sa séance ou quelque Voilà. chose comme ça. Donc, on peut tomber dans ce travers où on essaye vraiment de trop faire en récupération et ça peut être peut-être fatigant mentalement, prendre trop de temps sur notre journée si bah, c'est pas notre métier. Si on n'est pas un athlète, forcément on a du temps limité. Mais franchement, c'est très très rare de tomber dans ce travers plutôt que l'inverse où tu négliges tout ce qui est De récupération, toute quoi. façon, si tu négliges la récupération, enfin tu regardes, hein, la plupart des gens, dans la plupart des gens qui persistent en muscu, pourquoi tu les vois plus un jour? C'est parce qu'ils se blessent les trois quarts du temps. C'est Mais pas ouais. parce que quand tu kiffes vraiment, tu trouves toujours un moyen de t'entraîner et de continuer. Mais en général, par contre, ceux qui se blessent, bah vas-y, en gros, ils lâchent l'affaire Ouais, parce que de par toute façon, contre ils là peuvent c'est plus dur s'entraîner. Quoi, mentalement, donc, 90% et ils passent pas souvent, cette bah, c'est étape. parce que donc déjà, bah, c'est parce qu'ils sont blessés qu'ils ont arrêté. Et souvent, bah, bien souvent, pourquoi ils se sont blessés? Bah, parce qu'en fait, en termes de récupération, il y a vraiment zéro, il y a rien de fait, quoi. Strictement rien de fait, en fait. Ouais, c'est vrai que tout ce qu'on a abordé là, bah, en fait, c'est très peu de personnes le font, quoi. On n'en parle pas souvent, c'est pas souvent vu, donc en En vrai, fait, ne serait-ce que s'échauffer proprement, même ça, au-delà du fait de faire des exercices à côté, etc., je me souviendrai toujours d'une fois où j'étais à la salle et genre, bah, je crois que j'avais mis la barre à vide au coucher ou genre 10 kilos de chaque côté, un truc comme ça. Et il y a un mec, j'étais en train de tourner avec un pote et il vient nous voir et il me dit ouais mais les gars, avec tout ce que vous mettez que ça sur la barre. Et je lui dis non mais mon gars on s'échauffe tu vois. Et en fait lui il pensait qu'on arrivait, qu'on chargeait la barre mais c'est comme, et ça paraissait pas logique pour lui tu vois. ouais, c'est ça, mais on a déjà eu des réflexions en commentaire. Par exemple, tu disais que tu faisais 50 reps barre à vide. Ouais Et voilà. t'avais des gens Typiquement qui mettaient en commentaire MDR, MDR, ouah, t'es con ou quoi en mode t'es débile de ça faire sert à ça rien sert à rien, etc. tu vois. Mais là, tu vois quand même, avec du recul, que le niveau il est sacrément bas, quoi. Ne pas comprendre que en fait tu t'échauffes barre à vide, Et puis c'est même tu vois que en que. fait l'échauffement ça a pas de... Enfin comment dire. En fait, que déjà, ça prend du temps, tu vois. Que genre, c'est pas en faisant trois répétitions que t'es échauffé, quoi. Mais clairement. Autant quand quand t'es déjà prééchauffé, donc quasiment échauffé, bah t'as monté en gamme, tu vas pas faire énormément de répétitions, mais pour ça, faut que tu sois déjà chaud, quoi. Après, bon, il y a des gens hein, qui. Et après, et donc, il y a des gens, tu vois, qui. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font de la force, ou même, par exemple, Jordan Peters, pour prendre son exemple, tu vois. Genre, il doit faire 10 répétitions sur une série, et après, il en fait 2 3 et il monte 2 3 à chaque fois, et après, top 7, tu vois. Moi, perso, je prendrais pas le risque de le faire.
Et au-delà du fait que même il y a des gens qui s'échauffent très peu, en fait, l'échauffement, c'est un truc de très personnel, tu vois. Donc, tant que ça entame pas en fait, ta capacité à performer, il n'y a pas de mauvaise façon de faire vraiment, tu Ouais, en vois. fait, c'est pas gravé dans le marbre, Le, quoi. le but, Genre, c'est simplement que tu sois prêt à performer, tu vois. Je sais pas si c'est une légende ou pas, mais je crois que c'était le coach de Ben Johnson, Carl Lewis ou je sais pas qui, un sprinter de l'époque, qui disait qu'en gros, avant d'aller faire son sprint, il lui faisait faire genre un 3 RM au squat à 200 et quelques kilos, au squat partiel, tu vois. ok, ouais. Donc vas-y, bah en fait ça peut paraître sûrement loufoque, mais si le mec ça lui permettait d'exprimer, tu vois, toute sa puissance et de faire ses meilleures perfs comme ça, en fait, tu vois, c'est que c'est pas Bah, bête en soi, quoi. force est de constater que c'était pas juste le Exactement. champion du Et, département, et, et quoi. pour en revenir, si on prend l'exemple des sprinteurs, je crois pas que les sprinteurs ils fassent un 100 mètres à 50% et qu'après ils enchaînent sur leur vrai 100 mètres, tu vois. Ouais, Ils font peut-être un tour de piste, etc. pour s'échauffer. Donc tu vois, il y en a des mouvements de jambes de fait avant d'arriver sur un effort où tu vas en faire finalement que très peu. ouais, Donc pour exactement, ouais. reprendre cet exemple-là du développé couché, bah, moi 50 reps, genre à barre à vide, C'est enfin, rien c'est du rien tout, du tout quoi. en C'est fait, quoi. aucun effort, Ouais, ouais, voilà. bien sûr, ouais. C'est pas, ça se rapproche même pas d'un effort en fait, quoi. Exactement, ouais. Ça représente rien du tout. Et puis, c'est toujours marrant de voir les personnes. Il y a une publication qui date encore plus. C'était que j'avais dit, si t'as pas assez de temps, ne coupe pas du temps sur ton échauffement, coupe plutôt du temps sur ta séance. Et t'as quand même des gens qui disent ouais, n'importe quoi, tu dis que de la merde, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est même pas acquis le fait, Voilà, de s'échauffer. l'importance de l'échauffement. Donc c'est vrai que là on va peut-être un peu loin par rapport Ouais, à des c'est techniques de ça. récup. Et que c'est pas gravé dans le marbre, quoi, pour t'échauffer. C'est pas forcément. Tout le monde ne doit pas faire 3 séries de 20 d'élévation frontale, 3 séries de 20 de biceps. En fait, avec le temps, tu te rends compte qu'il y a des zones qui chauffent plus facilement que d'autres pour certaines personnes. Peut-être que toi, tu as peut-être un peu mal au coude ou genre, tu sais, qui grince un petit peu, bah, tu vas faire plus d'extension triceps. Et tu vas peut-être moins faire de pecs ou d'épaules, etc. Tout dépend en fait de toi, tu vois. C'est toi après qui personnalise ton échauffement et tu fais comme bon te semble. Et il n'y a personne pour te dire, ouais, il faut que tu fasses de telle façon ou de telle En fait, façon, ça n'a pas de quoi. sens, tu vois, parce que c'est quelque chose de très personnel. Et donc, en fait, plus on veut s'approcher du haut niveau, après, je dis pas qu'on court après le haut niveau, tu vois, mais plus tu veux t'approcher d'une performance hors norme, entre guillemets, et d'un niveau élevé, et plus, en fait, il faut que tout ce que tu fais, ça soit personnalisé au maximum, tu vois. Exactement. Donc il y a des grandes règles. Bah, par exemple, tu vois, si on reprend l'exemple des strongman, ceux qui font leur bain glacé, leur chambre hyperbare et tout machin, vas-y, ça rentre dans le tronc commun, tu vois. Mais après, la façon dont l'un s'échauffe vs la façon dont l'autre s'échauffe, il s'échauffe absolument pas de la même manière, tu Et vois. ouais, Parce que carrément. bah, chacun, en fait, et même chacun, plus globalement, chacun a ses points forts, ses points faibles, C'est donc ça. son historique de blessure, etc. Donc forcément, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent se goupiller qui font qu'à la fin, ça doit être quand même assez personnalisé, tout ce que Ah, tu vas voilà, mettre en place. Thor qui s'est déchiré le pec va pas s'entraîner pareil que le Stockman Exactement, ouais. ou que l'autre là, du coup, le bras de fer, c'était Devon Larratt, je crois, Ouais, c'est le ça, ouais, mec. c'est ça. Lui, le mec, il s'est déchiré les deux biceps, il va pas s'échauffer pareil que son fils qui a 20 ans, par exemple, qui Ça, fait c'est du bras clair. de fer aussi, tu vois. Donc, essayer en fait de pas s'arrêter aux remarques. Ouais. Et de toute façon, à partir du moment où vous commencez à faire des choses un petit peu exotiques, genre typiquement des Hellfly ou toute dérivation pour la coiffe des rotateurs, bon ça se voit un peu plus. Donc on vous regardera peut-être pas de travers, mais quand vous vous tortillez sur un rouleau, etc., on vous regardera sûrement de travers, Ouais, mais là, c'est pas pour ça que vous faites mal. Parce que ce que vous faites, c'est mal ou c'est la mauvaise solution, quoi. Genre, plus globalement, si la salle, c'est quelque chose que vous aimez et de quelque chose dans lequel vous voulez investir du temps, euh, tant que vous passez pas au-delà du regard des gens, ça va pas trop le faire. Et je dirais même qu'il y a de bonnes chances que si vous n'êtes pas déjà passé au-delà du regard des gens, c'est que vous n'êtes pas encore assez à fond dedans. exactement, ouais. Bah, je pense que. Juste pour par rapport aux techniques de récupération, alors c'est pas une technique de récupération, mais comme on avait dérivé
en fait, tout ce qui est prévention, bah moi, tu vois, il y a un truc que je trouve intéressant en prévention. En fait, ça va être sans forcément dépenser énormément d'argent, sans forcément avoir le meilleur équipement, dernier cri, etc. Mais ça va être en fait avoir un minimum, tu vois, d'équipement en fait pour la muscu. Donc typiquement, et en fait, il y a un truc que je trouve vachement intéressant, c'est que tu vois souvent, c'est un truc que j'ai lu il y a pas longtemps là, donc je sais pas lu que j'ai vu dans une vidéo, en fait il y a pas très longtemps, où en gros, tu l'as déjà vu aussi cette vidéo. C'est une vidéo de Dusty Unshaw qui s'entraîne justement avec Dante Trudel. Ok. Et en fait, il lui fait mettre des. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il lui fait mettre, tu sais, des bandes sur les coudes. Et en fait, la vidéo que j'ai vue, c'était une vidéo où il faisait une analyse de cette vidéo, justement, Ok. dans laquelle il est lui. Et donc, il disait en fait que Dante, il était vachement justement sur l'utilisation des bandes, etc., ou des. Je sais plus comment on appelle ça en français. Des Des bandes de coudes, ouais, compression. non, des coudières, des genouillères, Ok, etc., d'accord. tu vois. Et en fait, il disait en gros souvent l'approche des gens, et c'est vrai qu'on entend pas mal souvent ça, par exemple Jordan Peters, tu vois, il y a des gens qui lui posent la question et tout des fois. En gros, est-ce que c'est bien d'utiliser des coudières ou des bandes pour les genoux et tout? Et en gros, il dit ouais, à moins que vous soyez un pro machin, c'est de la merde, tu Ça vois. sert à rien, ouais. Bah du coup, en fait, ça c'est, je pense que en fait, quand tu dis un truc comme ça, mais même moi, tu vois, souvent, je me suis toujours mis en tête, vas-y, je mets mes genouillères que vraiment quand je suis au bout du bout, quand j'en peux Mais plus. c'est pas, Je ouais, mets c'est mes pas la bonne coudières que approche. vraiment quand j'en peux plus au niveau de mes coudes. Parce que vas-y, tu veux faire, il y a ce côté, tu vois, genre tu veux faire le bonhomme et tout en mode vas-y, il n'y a pas Ouais, d'assistance, tout rien du ça. tout, pas Mais en d'équipement. vrai, je pense que c'est très con comme remarque. Et justement, il expliquait en fait jusqu'où Dante, il dit que la plupart des gens, ils ont ce discours-là, de dire si t'en as pas besoin, c'est que, bah, c'est que ça sert à rien, tu vois. Enfin, ça sert à rien de le mettre. Et en fait, il disait Dante, il est plutôt dans l'optique de dire en fait, quand on a besoin, c'est que c'est déjà trop tard, tu vois. Bah C'est que exactement, tu t'es ouais. déjà niqué, tu vois. Et en fait, j'ai pensé à ça pourquoi? Parce que, alors je dis pas que, encore une fois, c'est un équipement qu'il faut utiliser. Je pense que tout ce qui va être vraiment coudière, genouillère très simple, ça va faire le taf. Mais parce que j'ai acheté en fait récemment des bandes, vraiment des bandes pour les genoux. Et Ok. donc du coup, je fais tous mes exos enfin, tous mes exos de jambes, tous les presses, squats, etc., toutes les variantes de squat avec. Et en fait, genre, au niveau de mes genoux, je me sens. Bah, en fait, je sens plus rien au niveau des genoux. Ah ouais, d'accord, carrément. Franchement, Sans alors, même les serrer si je les très serre fortement. par contre. Ok. Mais, alors, donc, comment dire, je pense que le danger dans lequel il ne faut pas tomber, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui était venu me voir, ben, quelqu'un qui était clairement débutant, qui était venu me voir à la salle pour me demander est-ce que c'était bien et tout. Bref, comme j'ai toujours plein de, justement, de bandes dans mon sac et tout, je vais montrer les différents types que j'avais. Je vais conseiller plutôt les genouillères en néoprène, tu vois, celles qu'ils appellent double pli. Je pense que c'est le truc vraiment qui peut aller à tout le monde, Ouais, quoi. de base. Et, et donc, je lui expliquais justement que le danger justement avec les bandes comme ça, c'était de faire preuve d'ego parce que vu que ça t'aide pas mal, en Tu te fait, dis, ouais, je peux rajouter vas-y, ouais. 10-20 kilos, Et en quoi. fait, ça, tu vois, donc c'est vraiment pas le bon plan. Et donc, je comprends que dans ce cadre-là, ça soit quelque chose qui soit déconseillé parce que c'est clair que ça va t'aider sur les perfs. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est à toi de jauger le truc, de dire vas-y, je vais pas être trop gourmand, je vais rester dans des trucs qui me Ouais, non, correspondent. par contre, faut pas le voir comme un boost de perf, quoi. Faut Exactement, garder les mêmes perfs, c'est essayer ça. de progresser dessus, Voilà, mais faut pas avoir en fait, l'approche force athlétique. En fait, tout le monde utilise les bandes parce que ça te rajoute 10 kilos. c'est ça, ouais. Là, nous, on s'en fiche, entre guillemets. Et du coup, en fait, bah, j'ai remarqué que, bah, genre, sur pas mal d'exos de jambes, en fait, le fait que je sois pas concentré sur le fait d'avoir une position qui serait délétère pour mon genou, en fait, je pense que mon mouvement il est beaucoup plus fluide du coup. Et franchement, je sens que mes jambes elles sont largement plus cramées que d'habitude, tu vois. Clairement. Donc, donc un truc qui est pas vraiment, qui rentre pas vraiment dans la récupération, mais qui va aider à la récupération et qui va plus se servir de prévention, c'est l'équipement. Donc bah, tout ce qui va être bande pour les poignets, coudière et genouillère globalement, et ceinture aussi, je pense. Je pense que oui, c'est des éléments. En fait, souvent, tu as la question à partir de quel perf Ouais, utiliser ou à partir de quel temps, etc. Mais c'est des trucs. C'est comme prendre du collagène. En vrai, faut pas que tu attendes c'est ça, ouais. d'avoir mal, quoi. Tu vois, malheureusement, hein, en vrai.
En fait, tu t'écouteras jamais vraiment tout ça quand tu commences, et tu t'en rends compte beaucoup trop tard à chaque fois. Mais s'il y a au moins une personne qui entend ça et qui commence la muscu, on l'aura aidé, tu vois. Ouais. Et donc, c'est plein de choses qui servent, quoi qu'il arrive. En fait, quand tu mets des genouillères, si t'es pas dans l'approche force athlétique de prendre du XS et carrément, tu peux même plus faire de squat au poids du corps sans forcer vers le bas, tu vois. Si ça te permet juste de chauffer un peu plus la zone, parce que, en fait, l'échauffement, malheureusement, tu peux être chaud au sens température dans tout le corps, mais tu peux être un peu plus froid sur Oui. l'articulation en elle-même, tu vois. Et donc simplement mettre des genouillères sur la zone, ça va permettre de chauffer plus localement et ça va peut-être te faire du bien, tu vois. Ouais, Juste quand on parle simplement. d'échauffement, en tout cas en ce qui nous concerne, on parle d'échauffer la zone qu'on va travailler, hein. Parce que Exactement. c'est vrai que ça me paraît tellement en fait hors de propos que c'est quelque chose auquel je pense pas. Mais parfois j'entends des gens dire ouais je vais m'échauffer et le mec il va courir sur le tapis, il va faire les pecs, tu vois. Mais en fait pour les gens, parfois s'échauffer c'est juste faire monter le corps en température. Ouais, Moi à titre personnel, franchement que mon corps il monte en température, j'en ai rien à foutre. ouais, Je veux ça va juste rien que la changer, zone ouais. elle monte en température, quoi. Exactement, ouais. Et puis, tu as des zones qui montent plus ou moins difficilement C'est ça. en température. Donc, mettre des coudières, mettre des genouillères, tant que c'est pas guidé par l'ego, comme tu le disais, mettre des bandes poignées, etc., si ça te permet de pousser au poids que tu veux sans Ouais, et avoir puis c'est mal. surtout, en fait, c'est vraiment la prévention. En fait, ça rentre dans un travail de prévention. Moi, pourquoi j'ai acheté des bandes poignées la première fois? Parce qu'en faisant des. Comment ça s'appelle? Euh, du tirage, je sais plus comment Menton. ça s'appelle, ouais, voilà. Bah, en fait, j'ai mis lourd et j'ai entendu un gros claque à mon poignet. Et là, j'ai le truc qui a gonflé, j'ai eu une boule pendant hyper longtemps. Carrément, j'ai encore un truc, tu vois, je pense que C'est ça a fait resté, une ouais. protubérance, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre des bandes de poignet. Si j'en avais mis, je ne me serais jamais fait ça, en fait. Tu Ok, vois. ouais. Clairement, ouais. Et ça m'a gêné à mort pendant des années et tout sur plein de mouvements. Je pense que j'ai eu la même approche. Je crois que je m'étais foulé un petit peu le poignet sur un front squat. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, je vais mettre des bandes de poignet pour Voilà, continuer à pousser. Mais de toute façon, on a tous la même approche, hein, quasiment. C'est quand on s'est fait mal, on commence à c'est réfléchir ça. à comment est-ce que je peux continuer à m'entraîner. Donc je pense qu'on a un peu abordé On a le fait un grand sujet, tour, ouais, ouais, quand même. un bon grand tour de toutes ces méthodes de récupération qu'on peut appliquer Ouais. à plus ou moins grande Ouais, parce échelle. que là, encore une fois, on reste dans des choses qui sont applicables par tout le monde, en fait. Ouais, Genre faire un bain froid, enfin, je sais pas si ça marche ou si ça marche pas, mais je pense que tout le monde ne veut pas et ne peut pas acheter un petit bac qui va remplir de glaçons tous les matins pour se voilà, tremper dedans, ça, tu ouais, vois. je pense que personne va le faire. Tout comme avoir un caisson hyperbar, ça Voilà. concerne très peu de personnes. Donc autant parler de De ce que tu choses peux, qui peuvent ouais, s'appliquer à la qui peuvent majorité. s'appliquer au commun des mortels, on va dire. Exactement. Donc, bah, je pense qu'on a Voilà, fait, on a fait le tour pour aujourd'hui. on a fait le tour pour l'épisode 9, hein. Je pense Ouais, qu'on a répondu à quelques questions. On a abordé pas mal de sujets sur la récupération. Et puis après, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire de la vidéo tout à ou fait. directement sur Instagram, etc. On se fera un plaisir de répondre dans un prochain épisode. Et pour ceux qui sont intéressés, donc comme je le disais un petit peu plus tôt par du coaching, eh bien n'hésitez pas à venir en message privé.